Le matin de son mariage, Serena Vell s'est réveillée avant le réveil. Cela aurait dû lui mettre la puce à l'oreille. Elle avait toujours eu le sommeil lourd. Sa mère disait souvent en plaisantant qu'un train de marchandises pourrait traverser sa chambre sans qu'elle ne sursaute. Mais ce samedi d'octobre, elle a ouvert les yeux à 4h47 du matin. Elle est restée immobile dans l'obscurité de la suite d'hôtel. Elle fixait le plafond. Elle ressentait cette alerte profonde, viscérale, celle de quelqu'un dont le corps sait quelque chose que l'esprit n'a pas encore compris. La suite sentait le lit frais. Quelqu'un en avait disposé 36 dans de grands vases le long des fenêtres. C'était la veille au soir sur les instructions de Céleste. Car Céleste Vale gérait chaque détail de chaque pièce où sa fille vivait. Elle l'avait toujours fait et le ferait toujours. Serena avait cessé de se débattre contre ça des années plus tôt. Ça coûtait moins cher que la dispute. Elle s'est assise. La robe était suspendue au dos de la porte du placard, dans sa housse. Elle était ivoire et structurée. Une silhouette qu'elle avait obtenue après 11 essayages distincts dans l'atelier d'un tailleur. Le voile était sur la commode. Les chaussures étaient dans leur boîte. Tout était à sa place. Elle a posé ses paumes à plat sur le matelas. Elle a respiré par le nez. C'était comme le lui avait appris le thérapeute qu'elle avait cessé de voir il y a 2 ans. Elle s'est dit que cette oppression dans sa poitrine, c'était le stress. Juste le stress. Ce n'était pas le stress. À 6 heures, elle avait pris sa douche. Elle s'était enroulée dans le peignoir de l'hôtel. Elle était assise au bord du lit avec une tasse de café. Un café qu'elle ne se souvenait pas d'avoir préparé. Dehors, la ville était encore presque et entièrement sombre. L'horizon était maculé des pâles prémices de l'aube. Et quelque part dans la rue, un camion de livraison tournait au ralenti. Son moteur était une faible toux mécanique qui montait à travers la vitre. Serena a regardé la ville se réveiller. Elle a essayé de se souvenir de la dernière fois où elle avait ressenti un bonheur pur à propos de ce jour. Elle a essayé de retrouver la version d'elle-même qui avait dit oui quand Luciano avait posé la question. Celle qu'il avait pensée entièrement, sans ce petit vide creusé au centre. Elle l'avait aimé. Cette partie était réelle, ou elle avait été réelle, ou elle avait eu tellement besoin qu'elle soit réelle que c'était devenu la même chose. Luciano Moretti, à 32 ans, était le genre d'homme qui faisait se réajuster une pièce dès qu'il y entrait. Non pas parce qu'il s'annonçait, mais parce que la pièce pouvait sentir le poids de ce qu'il était. Il avait des yeux sombres qui ne livraient jamais plus que ce qu'il voulait. Il avait une façon d'écouter qui donnait l'impression d'être étudié. Il lui avait dit une fois, à voix basse, lors d'un dîner dans un restaurant où le personnel s'adressait à lui sans le regarder dans les yeux, qu'elle était la seule personne qu'il ait jamais rencontrée qui lui parlait comme s'il était un homme ordinaire. Et elle avait pensé que c'était un compliment. Elle n'avait pas encore compris ce que c'était vraiment, un avertissement sur ce qu'il était pour tous les autres. Elle avait su ce qu'il était. Pas dans les détails précis, pas dans le langage des opérations, des territoires et des noms des hommes qui lui obéissaient, mais elle en avait connu l'architecture. Elle n'était pas naïve. Elle avait grandi en marge de ces mondes. Elle avait vu son père naviguer dans la géographie sociale prudente des hommes qui détenaient le pouvoir sans titre. Et elle avait compris dès son premier dîner avec Luciano la façon dont le maître d'hôtel avait apporté le vin avant qu'il ne s'assoie. La façon dont 2 hommes à une table d'angle le suivaient sans le suivre. Elle avait compris qu'il n'était pas un homme d'affaires au sens propre du terme. Elle s'était dit que cela ne changeait pas qui il était avec elle. Elle avait eu tort, mais elle n'avait pas su à quel point elle avait tort. Jusqu'à 9 mois plus tard, quand la forme de ses silences commençait à changer. Son téléphone a vibré. Sa demoiselle d'honneur, Tara, lui envoyait une série de points d'exclamation et un compte à rebours. Coiffure et maquillage dans 90 minutes. Le photographe s'installait déjà au niveau du jardin. Le fleuriste avait confirmé. Tout avançait comme les événements répétés. Mécaniquement, avec l'élan de trop d'argent et de trop de gens déjà en mouvement pour s'arrêter. Serena a posé le téléphone, écran vers le bas. Elle est allée trouver sa mère. Céleste Vale logeait dans la suite juste en dessous. Une décision qui avait nécessité 2 appels téléphoniques et une modification des réservations. Car Céleste avait d'abord été placée à un autre étage et avait trouvé cela inacceptable. À 61 ans, elle était toujours le genre de femme dont les directeurs d'hôtel se souvenaient du nom. Elle avait des pommettes qui avaient survécu au temps sans intervention chirurgicale.
et elle portait ce fait comme un argument. Elle avait élevé Serena seule après la mort de son père. Un anévrisme, sans le prévenir. Serena avait 12 ans. Elle l'avait faite avec une efficacité particulière. Une efficacité qui laissait toujours à Serena le sentiment d'avoir été un projet géré, plutôt qu'une enfant élevée. Elle aimait sa mère. Elle la trouvait aussi épuisante, d'une manière qui n'avait pas de solution claire. Le couloir était silencieux. Serena a pris les escaliers plutôt que l'ascenseur. Elle avait besoin de mouvement, besoin de faire quelque chose de physique avec l'agitation dans ses membres. Quand elle a atteint le 8e étage et poussé la porte de l'escalier, elle a failli faire demi-tour. Elle n'avait aucune raison de réveiller sa mère à 6h15 du matin. Elle n'avait besoin de rien. Elle était juste mal à l'aise, d'une manière animale et sans mots. Et ses pieds l'avaient menée en bas avant que sa logique ne la rattrape. Mais la porte de la suite de Céleste n'était pas complètement fermée. Pas ouverte, juste pas verrouillée, comme les portes d'hôtel qui parfois ne se ferment pas bien si on les tire à la hâte. Serena s'est tenue dans le couloir. Elle a regardé la fine bande de lumière verticale sur le bord de la porte. Et la laisse rester là un moment qui a duré plus longtemps que les moments ne le devraient. Elle n'a pas frappé. Elle a poussé la porte avec 2 doigts. La suite était vide. Le lit était fait. Non, pas fait, intact. La couette était plate et lisse, les oreillers encore empilés comme le personnel les avait laissés. Céleste n'avait pas dormi ici. La lampe de chevet était allumée. Un verre d'eau sur la table de nuit, un roman face contre table, la tranche cassée. Mais pas ceux de Céleste, et aucune indication de l'endroit où Céleste était allée. Et la porte de la salle de bain s'ouvrait sur une pièce vide. Serena se tenait au milieu de la suite inutilisée de sa mère et a senti la première fissure. Elle s'est dit qu'il y avait des explications. Sa mère était une lève-tôt. Sa mère était partie se promener à la salle de sport de l'hôtel, au petit déjeuner, à l'un des milliers d'endroits ordinaires où une personne va à 6 heures du matin. Elle s'est dit cela et l'a presque cru. Et puis elle a remarqué que le manteau de Céleste était sur la chaise près de la porte. Le manteau en laine qu'elle portait partout en octobre parce qu'elle était frileuse. Et son sac à main était sur le porte-bagages. Et son téléphone était sur la table de nuit, à côté du verre d'eau. Céleste Vale n'allait nulle part sans son téléphone. Serena est partie. Elle ne savait pas pourquoi elle est allée au parking. Plus tard, elle y repenserait, essaierait de retracer la logique. Et la meilleure explication qu'elle trouverait était que la voiture de sa mère était l'une des rares choses que Céleste contrôlait vraiment. Le seul espace où personne ne pouvait l'appeler, la suivre, gérer son emploi du temps. Et c'est là que Serena l'avait trouvée une fois auparavant, des années plus tôt, après une mauvaise nuit. Assise sur le siège conducteur dans le noir, le moteur éteint et la musique jouant doucement. Et quand Serena avait frappé à la vitre, sa mère l'avait regardée avec une expression que Serena n'avait jamais vraiment pu nommer. Le garage était au niveau inférieur. Elle a pris l'ascenseur cette fois. Les néons avaient cette blancheur brutale particulière des espaces qui ne voient jamais la lumière du jour. Et l'odeur était celle de l'huile, du béton et de quelque chose de chimique en dessous. Céleste conduisait une Mercedes noire, parking réservé. Et Serena s'est déplacée entre les rangées jusqu'à ce qu'elle la voie. La vitre du passager avant était couverte d'une fine couche de buée à l'intérieur. Quelqu'un était à l'intérieur, ou l'avait été récemment. Serena s'est arrêtée de marcher. Elle se tenait entre 2 voitures garées et regardait la Mercedes. Elle sentait son cœur battre dans ses oreilles, fort et trop bruyant. Elle aurait dû faire demi-tour. Elle a refait ce calcul 1000 fois depuis. Qu'est-ce qui serait différent si elle avait simplement fait demi-tour? Si elle était remontée, avait enfilé la robe, s'était tenue devant l'hôtel? Et si elle avait vécu dans le mensonge sans jamais lui donner de nom? Elle n'a pas fait demi-tour. Elle s'est approchée de la voiture et a regardé à travers le pare-brise. Sa mère était sur le siège conducteur, seule. Le moteur était éteint et elle semblait lire quelque chose. Un petit livre relié en cuir tenu près de la lumière du tableau de bord, ses lunettes de lecture sur le nez. Sa posture, cette qualité particulière d'affaissement de quelqu'un qui a oublié de jouer un rôle pour un public. Elle n'a pas vu Serena arriver. Elle était complètement ailleurs. Serena a frappé à la vitre avec une phalange. La réaction de Céleste n'était pas celle d'une femme surprise. C'était plus rapide que ça, plus violent. Elle a refermé le livre d'un coup sec et l'a pressé contre sa poitrine avec ses 2 mains. Un seul mouvement convulsif avant de réaliser qui était de l'autre côté de la vitre.
Puis son expression a traversé plusieurs phases en succession rapide avant de se fixer sur un air composé. Elle a baissé la vitre. Serena. Sa voix était stable. Elle était toujours stable. Tu es levé tôt. Toi aussi. Serena a regardé le livre dans les mains de sa mère. Qu'est-ce que tu lis? Rien. Le mot est sorti trop vite. Juste un journal. Quelque chose de vieux. Je peux le voir? C'est privé. Tu es assise dans un parking à 6 heures du matin, le jour de mon mariage, en train de lire quelque chose de privé. Céleste a enlevé ses lunettes et les a pliées. Ses mains, remarqua Serena, n'étaient pas tout à fait immobiles. Serena, retourne en haut. Tu as besoin de te reposer avant de... Donne-moi le livre, maman. Le silence entre elles a duré environ 4 secondes. Il a semblé plus long. La mâchoire de Céleste s'est crispée. Elle a regardé droit devant elle, à travers le pare-brise, le mur de béton. Et quelque chose dans son visage est devenu très immobile. De la manière dont les choses deviennent immobiles avant de prendre une décision. Elle a tendu le journal. Serena a failli ne pas l'ouvrir. La couverture en cuir était usée, rodée. Le genre de patine qui vient de mois de manipulation régulière. Son nom n'y figurait pas. Rien n'y figurait. Elle se tenait dans la lumière jaune du garage et regardait la couverture. Puis elle a ouvert à la première page. L'écriture de sa mère. Elle l'a reconnue immédiatement. L'inclinaison légèrement vers la gauche. La façon dont les « E » minuscules se fermaient sur eux-mêmes. La boucle particulière du « C » majuscule qui commençait chaque phrase qui commençait par son nom. Elle a lu la première entrée, puis la deuxième. Puis elle a arrêté de lire et a levé les yeux vers sa mère à travers la vitre ouverte de la voiture. Et le matin s'est brisé. Les entrées étaient datées. Elles commençaient il y a 8 mois, ce qui les plaçait en plein milieu des fiançailles de Serena. Les premières étaient prudentes, codées d'une manière qui semblait délibérée. Des références à des réunions, à des conversations qui duraient plus longtemps que prévu. À un homme dont le nom apparaissait d'abord comme une initiale, puis, à la troisième entrée, en toutes lettres. Luciano. Sa mère avait écrit son nom comme les gens écrivent les noms des choses auxquelles ils ne peuvent s'empêcher de penser. Trop souvent, avec un poids que les phrases environnantes ne pouvaient justifier. Serena lisait avec la concentration spécifique et sans air de quelqu'un qui sait déjà ce qu'il lit, mais qui a besoin de le confirmer quand même. Ses mains étaient instables. Cela l'a surprise plus tard, que ses mains soient instables. Sa respiration ne l'était pas, mais ses mains l'étaient. Page après page, l'écriture de sa mère exposait l'architecture d'une chose qui avait été construite en marge de la propre vie de Serena. Des réunions qui coïncidaient avec des soirées où Luciano prétendait travailler tard. Un après-midi de mars dont Serena se souvenait parce qu'elle avait appelé sa mère pour parler du lieu de la réception. Et l'appel était tombé 2 fois sur la messagerie vocale avant de passer. Et ici, dans le journal, se trouvait le récit de sa mère sur l'endroit où elle avait été cet après-midi-là. Les entrées ne lui épargnaient aucun détail. Céleste Vell était une femme précise. Elle écrivait comme elle parlait, en phrases complètes, avec spécificité. Elle y écrivait sur la culpabilité à certains endroits et sur le désir à d'autres. Et ce qui a frappé Serena, debout dans le garage avec le journal ouvert dans ses 2 mains, c'est à quel point son propre nom apparaissait peu. Elle était présente en marge, les préparatifs du mariage, les appels de planification, les essayages auxquels Céleste avait assisté. Mais comme une toile de fond, un contexte. La fille comme décor plutôt que comme sujet. Elle a fermé le journal, elle a regardé sa mère. Céleste était sortie de la voiture à un moment donné, sans que Serena ne le remarque. Elle se tenait sur le béton en chemise de nuit et pieds nus. Elle avait enlevé ses chaussures dans la voiture. Serena a enregistré ce détail stupidement. Les pieds nus de sa mère sur le sol du garage. Et son visage ne faisait rien. De la manière dont le visage de Céleste ne faisait rien quand elle décidait ce qu'il devait faire. « Depuis combien de temps ?» a dit Serena. Serena. « Depuis combien de temps? 8 mois. Une pause. C'est fini. Ça s'est terminé il y a 2 mois. C'est-il que je sais? » Non. Serena a regardé le journal dans ses mains. Elle a pensé au matin qui l'attendait. Elle a pensé à la robe dans la housse et aux 36 lits que sa mère avait commandés. Et aux 260 personnes qui dormaient actuellement dans des hôtels à travers la ville. Qui seraient à la cathédrale à midi? Elle a pensé au cercle intime de Luciano. Ses capots,
les hommes qui contrôlaient les ports, les chaînes d'approvisionnement et les votes du conseil municipal, qui seraient assis sur les bancs cet après-midi avec leurs femmes, leurs armes et leurs visages prudents et sans expression. Regardant le dôme prendre une femme, elle a pensé à ce que signifiait humilier un homme comme Luciano Moretti, le poids spécifique de cet acte, les conséquences. « Es-tu amoureuse de lui ?» a dit Serena. Sa mère est restée silencieuse un moment de trop. « Je ne sais pas », a finalement dit Céleste. C'était la chose la plus honnête que Céleste Bell lui ait jamais dite. Serena l'a reconnue comme telle et a ressenti un chagrin étrange et terrible à ce sujet. Que leur honnêteté ait nécessité cela. Elle a glissé le journal sous son bras. « Rentre », a-t-elle dit. « Habille-toi, ne dis rien à personne. »« Serena, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Habille-toi, maman. » Elle laisse retourner à l'ascenseur. Elle a appuyé sur le bouton du 9e étage. Elle se tenait dans la boîte au miroir avec le journal contre sa poitrine. Elle regardait son propre reflet. Cheveux lâchés, visage non maquillé, peignoir d'hôtel, pieds nus dans les pantoufles en daim qu'elle avait attrapées sans réfléchir. Elle a regardé la femme qui la regardait en retour et n'a rien dit. Au moment où l'ascenseur a atteint le 9e étage, elle avait pris sa décision. Elle n'annulerait pas. Elle ne se glisserait pas par une porte dérobée pour disparaître. Elle n'appellerait pas Tara pour s'effondrer au téléphone. Et passer les 6 prochains mois à être gérée dans sa propre dévastation par des gens qui la traiteraient comme un inconvénient. Elle ne laisserait pas le nom et l'argent de Luciano et l'attraction gravitationnelle de son monde absorber cette chose. Et la plier silencieusement en rien. Ce qui arriverait si elle partait simplement. Il paierait quelqu'un pour la faire disparaître. Il ferait disparaître sa mère, métaphoriquement. La recadrerait, neutraliserait l'histoire. Il était très doué pour ça. Elle l'avait vu le faire avec d'autres problèmes. Elle ne deviendrait pas un de ses problèmes à résoudre. Elle est sortie de l'ascenseur, est allée à sa suite. Elle s'est assise au bureau près de la fenêtre avec le journal ouvert et son téléphone à la main. Elle a commencé à photographier chaque page. Sa main était stable tout le temps. Sa respiration s'est régularisée vers la 15e page et est restée régulière. Dehors, la ville retrouvait ses couleurs. La lumière d'octobre entrait, basse et dorée, à travers la vitre. Et quelque part en bas, un téléphone sonnait dans le hall, et la journée commençait sa longue et inarrêtable course vers midi. Et Serena Vale était assise au bureau et documentait la confession de sa mère, avec la même concentration méthodique qu'elle apportait à tout ce qu'elle décidait de terminer. Elle est arrivée à la dernière page, a fermé le journal et l'a posé sur le bureau. Elle a pris son téléphone, a ouvert ses contacts et a fait défiler jusqu'au nom dont elle avait besoin. Marcus Dre, un avocat qu'elle avait rencontré une fois à un événement professionnel. Quelqu'un en dehors du réseau de Luciano, complètement en dehors. Elle avait gardé sa carte sans raison apparente à l'époque. Et elle a tapé un message. Besoin d'une consultation aujourd'hui, matin, urgent, passe criminelle, juste des copies et de la documentation. Pouvez-vous aider? Elle a posé le téléphone, a regardé la robe sur la porte. La réponse est arrivée en 40 secondes. Où et quand? Le truc avec Luciano Moretti, c'est qu'il avait passé toute sa vie d'adulte à s'assurer que personne ne puisse le toucher. Chaque angle scellé, chaque détail géré, chaque personne dans son orbite liée à lui par la loyauté, la peur ou l'argent, souvent les trois. Il avait bâti son empire sur le principe que l'information était la seule monnaie qui comptait. Et il se déplaçait dans le monde avec la confiance absolue d'un homme qui croyait avoir accès à chaque élément pertinent. Il ne savait pas pour le journal. Il ne savait pas qu'elle avait été dans le garage. Il ne savait pas qu'elle avait envoyé un message à un avocat hors de sa portée. Il ne saurait rien de tout cela. Et quand il la verrait à l'hôtel dans 4 heures, debout en face de lui dans la robe ivoire qui avait nécessité 11 essayages, il verrait ce qu'il s'attendait à voir. Une femme nerveuse de manière ordinaire le jour de son mariage, faisant ce que font les femmes. Il verrait cela et ne sentirait rien de déplacé. Jusqu'au moment où elle s'assurerait qu'il ressente tout autre chose. Serena s'est levée du bureau, est allée à la salle de bain, a commencé à se préparer pour son mariage. Ses mains ne tremblaient toujours pas. C'était la partie dont elle se souviendrait le plus longtemps. Pas ce qu'elle avait décidé de faire, mais la qualité de calme dans laquelle elle se mouvait en le décidant. Elle s'était toujours considérée comme quelqu'un qui avait besoin de pleurer avant de pouvoir agir, qui avait besoin du règlement de compte émotionnel complet
avant que les étapes pratiques ne puissent commencer. Elle apprenait quelque chose de nouveau sur elle-même. Sous une pression suffisante, elle ne se fracturait pas. Elle se clarifiait. Elle a posé ses paumes à plat sur le comptoir de la salle de bain et a regardé son visage dans le miroir. Pas encore de maquillage, juste le visage avec lequel elle était née. Les yeux dont son père disait qu'ils étaient faits pour voir à travers les choses. Et elle s'est dit doucement, « D'accord. » Puis Tara a frappé à la porte de la suite, appelant son nom. Sa voix était vive, avec cette gaieté forcée particulière des gens qui ont décidé qu'un jour de mariage devait être joyeux par principe. Et Serena s'est séché les mains sur la serviette et est allée lui ouvrir. Le photographe arriverait dans 20 minutes. La coiffure prendrait 1 heure. Il y avait du champagne dans le seau à glace qu'elle ne toucherait pas, et une carte de Luciano qu'elle n'ouvrirait pas, et une ville pleine de gens enfilant leurs plus beaux vêtements et se dirigeant vers une cérémonie qu'ils croyaient comprendre. Mais le journal était dans son sac. Les photographies étaient sur son téléphone. L'avocat avait confirmé. Et Serena Vale, debout sur le seuil de son matin de mariage, et sourit à sa meilleure amie, avec une expression si composée que Tara dirait plus tard aux enquêteurs qu'elle n'avait absolument aucune idée. Et elle a laissé la journée commencer. Tara est entrée en parlant comme elle le faisait toujours, remplissant la pièce de bruit avant d'avoir complètement franchi la porte. Quelque chose à propos du fleuriste qui avait 20 minutes de retard avec les boutonnières. Quelque chose à propos du photographe qui voulait une liste de photos approuvées. Quelque chose à propos du programme qui était serré mais gérable. Toujours gérable. Et Serena se tenait au milieu de la suite et laissait les mots passer sur elle. Elle hochait la tête au bon moment et ressentait pour la première fois depuis le garage quelque chose de proche du calme. Pas la paix, pas le soulagement. Le calme particulier d'une personne qui a dépassé le point où la panique est utile. « Tu as l'air pâle », a dit Tara, s'arrêtant au milieu d'une phrase. Elle connaissait Serena depuis qu'elles avaient 19 ans, ce qui signifiait qu'elle avait un sens calibré de quand Serena faisait semblant d'aller bien par rapport à quand elle allait vraiment bien. Elle a penché la tête et l'a étudiée avec l'inquiétude concentrée de quelqu'un qui ne pouvait vraiment pas se permettre que cette journée s'effondre. « Tu as dormi un peu? Mangé quelque chose? »« Du café. »« Serena. »« Je vais bien, Tara. Je dois m'asseoir sur la chaise. » Tara a soutenu son regard pendant 3 secondes, puis a pris la décision que la plupart des gens prenaient autour de Serena. Elle a accepté la surface et est passée à autre chose. « D'accord, Danny s'installe dans la salle de bain. Coiffure d'abord, puis on fera le maquillage pendant que tes cheveux refroidissent. » Les 2 heures suivantes ont existé dans une sorte de temps suspendu spécifique, que Serena se souviendrait plus tard comme étant à la fois interminable et instantané. Elle s'est assise sur la chaise devant le miroir éclairé et a regardé une version d'elle-même se faire assembler par section. Les boucles épinglées en place, le fond de teint lissé sur les cernes sous ses yeux, la couleur reconstruite sur un visage qui avait fait sa propre démolition silencieuse depuis 4h47 du matin. Tara se déplaçait autour d'elle dans un état d'urgence organisé. Elle répondait aux appels téléphoniques, ajustait le calendrier, vérifiait périodiquement avec quiconque coordonnait en bas. Le photographe est apparu une fois à la porte et a été renvoyé d'un geste. Un plateau du service d'étage est arrivé et Serena a mangé une demi-tranche de pain grillé parce que Tara est restée au-dessus d'elle jusqu'à ce qu'elle le fasse. Pendant tout ce temps, elle pensait au journal. Elle avait mémorisé certains passages sans le vouloir. La répétition de leur lecture avait imprimé les mots, et ils refaisaient surface par fragments pendant que Danny sectionnait et épinglait ses cheveux. L'écriture de sa mère, les dates, la phrase particulière de l'entrée de mars qui avait eu un impact différent des autres. Non pas à cause de ce qu'elle décrivait, mais à cause du mot que Céleste avait utilisé pour décrire Luciano à ce moment-là. En sécurité. « Il m'a fait me sentir en sécurité », avait écrit sa mère. Et ce mot, de tous les mots de ce journal, était celui qui avait fait saigner. Parce que Serena avait ressenti cela aussi. C'était la chose qui se mouvait sous tout le reste comme un courant froid. Elle avait ressenti cela avec lui. Et maintenant, elle était assise devant un miroir éclairé, se regardant devenir une mariée. Et comprenant que la sécurité avait été la même sécurité ressentie par elles deux. Ce qui signifiait qu'elle n'avait été réelle pour aucune d'elles. Son téléphone s'est allumé sur le comptoir. « Luciano. Bonjour, j'ai hâte de te voir. » Elle l'a lu une fois, a posé le téléphone face contre table
et a regardé Danny boucler la section suivante. En bas, dans l'hôtel, l'organisation Moretti menait ses propres préparatifs avec une efficacité caractéristique. Serena avait appris lentement, et en 18 mois avec Luciano, comment son monde fonctionnait dans les espaces publics. L'équipe d'avance qui inspectait chaque pièce qu'il occuperait. Les deux hommes qui étaient toujours à portée de vue de lui dans les foules. L'architecture sociale soignée qui plaçait les bonnes personnes au bon poste sans que rien de tout cela ne ressemble à ce que c'était. Pour un mariage, cela signifiait que le plan de table avait été examiné non seulement pour la hiérarchie sociale, mais aussi pour les lignes de vue. Cela signifiait que le lieu avait été inspecté 3 jours auparavant. Cela signifiait que parmi les 260 invités, environ 30 appartenaient à la structure opérationnelle de la famille Moretti, à un titre ou à un autre. Et ils seraient assis et positionnés de manière à ne ressembler à rien. Elle le savait parce que Luciano le lui avait dit. Pas tout d'un coup, pas comme un briefing. C'était sorti par fragments au cours de conversations au dîner, au cours de soirées tranquilles dans son appartement, quand il était assez fatigué pour laisser tomber la gestion prudente de ce qu'elle était autorisée à comprendre. Il lui faisait confiance, ou lui avait fait confiance, avec la forme des choses, sinon toujours les détails. Elle avait stocké chaque morceau sans le vouloir. Elle l'utilisait maintenant. L'avocat, Marcus Dray, avait confirmé la réception des photographies à 7h30. Il était efficace et cher. Et elle n'avait aucune relation avec le réseau juridique de Luciano, ce qui importait plus que son tarif horaire. Il avait posé 3 questions. Était-elle en danger physique? Voulait-elle entamer des procédures formelles? Comprenait-elle ce qu'elle prévoyait de faire avec la documentation? Elle avait répondu non, non et oui. Il avait dit « Alors je ferai faire des copies et les sécuriserai d'ici midi, et si quelque chose ne va pas, vous m'appelez en premier. » Elle avait dit d'accord, avait mis fin à l'appel et avait fini son pain grillé. La robe a été enfilée à 10h15. Tara l'a zippée avec ses 2 mains, lentement et soigneusement. Elle a reculé et l'a regardé avec une expression qui a traversé plusieurs registres avant de se fixer sur quelque chose qui essayait d'être de la joie et qui atterrissait juste un peu en dessous. « Tu es », a-t-elle commencé et s'est arrêtée. « Serena, non. »« Je sais juste. »« Je sais. Merci. Ne dis rien. » La robe était tout ce qu'elle avait été lors des essayages, architecturale, précise, le genre de vêtements qui ne permettait pas une mauvaise posture. Debout dedans, Serena a ressenti le dédoublement étrange de sa situation. Elle ressemblait exactement à une femme le jour de son mariage, et elle était techniquement exactement cela. Et tout ce qui se trouvait sous ce fait était son propre pays distinct. Elle s'est regardée dans le miroir en pied pendant un long moment. Tara était sortie pour s'occuper de quelque chose, et pendant un instant, elle était seule dans la suite, dans la robe. Et elle a profité de ce moment pour faire la chose qu'elle ne s'était pas autorisée de toute la matinée. Elle a laissé entrer le chagrin brièvement, comme on ouvre une fenêtre pour laisser sortir la fumée. Elle laisse rester là et a ressenti la douleur spécifique et indubitable d'aimer quelqu'un. Et de découvrir que l'architecture de cet amour avait été mal construite depuis le début. Non pas parce que l'amour lui-même était faux, mais parce que la personne avait, d'une manière essentielle, retenu la chose qui aurait tout changé. Elle l'a ressenti pleinement, puis elle a fermé la fenêtre. Elle a pris son sac, le journal était à l'intérieur. Les photographies étaient sur son téléphone et dupliquées dans le cloud et dans le système sécurisé de Marcus Dray. Elle avait écrit 4 phrases sur un bloc-notes au bureau ce matin-là. Elle avait arraché la page, l'avait pliée et l'avait mise dans la petite poche intérieure du sac. 4 phrases qu'elle avait mémorisées puis écrites quand même. Parce que l'acte de les écrire les avait rendues plus réelles. Avait rendu ce qu'elle allait en faire plus réel. Elle était prête. Les voitures sont arrivées à 10h40. Luciano les avait arrangées. 3 vues noires, ses journaux volants. Tout était coordonné de la manière dont son monde coordonnait les choses. Fluide, efficace et légèrement militarisé si on savait quoi chercher. Serena est descendue par le hall de l'hôtel avec Tara à ses côtés et le photographe orbitant autour d'elle deux. Et le hall est tombé dans ce silence suspendu particulier qui se produit lorsqu'une mariée traverse un espace public. Des inconnus reculant, le personnel de l'hôtel hochant la tête, un enfant quelque part pointant du doigt. Elle a traversé cela comme un courant dans l'eau. Sa mère attendait près de l'entrée. Celeste Vale se tenait dans une robe bleu acier qu'elle y avait achetée il y a 3 mois.
et que Serena lui avait dit être magnifique, ce qui était vrai. Ses cheveux étaient faits, son maquillage était fait. Pour n'importe qui dans ce hall, elle ressemblait à une mère au mariage de sa fille. Composée, fière et légèrement émue comme l'exigeant les occasions. Pour Serena, elle ressemblait à une femme qui avait fait un calcul, qui avait décidé de le mener à bien et qui payait pour cette décision dans la tension de sa mâchoire. Leurs yeux se sont croisés à travers le hall. Serena n'a pas ralenti. Elle a marché directement vers sa mère, s'est arrêtée à quelques pas et a dit doucement, hors de portée du photographe, « Tu vas sourire à tout le monde aujourd'hui. Tu vas te comporter normalement. Tu ne diras pas un mot à Luciano avant la cérémonie. Tu me comprends? » Ce n'était pas une question. La gorge de Céleste a bougé. « Serena, j'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin de 5 minutes. Juste 5 minutes pour... » « Expliquer quoi? Il n'y a rien à expliquer. » Elle a gardé sa voix égale. « J'ai tout lu. Je n'ai pas besoin du récit. J'ai besoin que tu fasses ce que je viens de dire. »« Qu'est-ce que tu vas faire? » La peur dans la voix de sa mère était réelle. Elle l'a reconnue comme telle. Sa mère n'avait pas peur d'elle spécifiquement, mais peur de ce qu'elle ne savait pas, ce qui était de la bonne chose à craindre. « Serena, s'il te plaît, si tu fais quelque chose, Luciano n'est pas un homme qui... » « Je sais ce qu'il est. » Elle s'est penchée un peu plus près. « Je sais ce qu'il est depuis 1 an et demi. Toi aussi, c'est pour ça que tu l'as écrit au lieu de le dire à voix haute. » Elle a reculé, a souri pour le photographe qui s'était matérialisé à 1 m avec un appareil photo pointé sur eux. « D'accord, a-t-elle dit d'une voix vive et ordinaire. « Allons-y. » Le trajet jusqu'au lieu de la cérémonie a duré 22 minutes. Serena était assise à l'arrière du 3e VUS avec Tara, qui a passé les 10 premières minutes au téléphone à gérer quelque chose avec le traiteur. Et les 12 dernières assises en silence, jetant périodiquement un coup d'œil avec la non-expression concentrée d'une personne essayant de lire une pièce qu'elle n'arrive pas tout à fait à cerner. « Tu es très calme, » a finalement dit Tara. « Je sais. Est-ce que c'est... d'accord? Genre, est-ce que c'est un bon signe ou devrais-je m'inquiéter? Tu devrais être exactement aussi inquiète que tu l'es normalement. » Elle a regardé par la fenêtre. Ce qui, je sais, est d'environ 6 sur 10 un bon jour. Tara a ri, surprise de sa vigilance, et Serena l'a entendu et a ressenti quelque chose de compliqué. De la gratitude est un chagrin précurseur spécifique pour ce que Tara allait devoir traiter d'ici la fin de la journée. Elle ne le lui avait pas dit. Elle n'avait pas pu. Pas sans le risque que Tara essaye de l'arrêter, ou pire, essaye d'aider de manière qui pourrait être retracée. Ce qu'elle faisait, elle le faisait seule. C'était la seule façon pour que ça marche. Le lieu était une salle adjacente à une cathédrale. Elle avait voulu quelque chose de laïque. La famille de Luciano avait voulu la cathédrale complète. Ils avaient fait un compromis sur un espace événementiel historique avec des plafonds voûtés et des murs en pierre qui photographiaient comme le vrai. Au moment où leur voiture est arrivée, l'endroit était déjà plein. Le parking était géré par des hommes de Moretti en costume sombre qui auraient pu être des valets si on ne regardait pas de trop près. Serena est restée dans la voiture pendant 30 secondes supplémentaires après qu'elle se soit arrêtée. Regardant l'entrée, les gens qui y passaient dans leurs beaux vêtements. Elle a vu 2 des capitaines de Luciano près de la porte, Enzo Frel, aux larges épaules, qui dirigeait les ports de l'Est, et Carlo Manette, qui était techniquement un promoteur immobilier et que tout le monde présent comprenait comme étant quelque chose de plus spécifique que cela. Tous 2 bien habillés, tous 2 dégageant la neutralité contrôlée des hommes entraînés à projeter la normalité tout en lisant tout ce qui les entourait. D'ici la fin de la journée, ces 2 hommes allaient avoir vu leur donne perdre quelque chose qu'ils ne pourraient pas racheter. Elle est sortie de la voiture. La mise en scène pré-cérémonie se déroulait dans une pièce latérale de la salle principale. Un espace étroit avec de vieux meubles et de hautes fenêtres qui donnaient sur le jardin intérieur du bâtiment. Serena se tenait là avec Tara et 2 des autres demoiselles d'honneur. Et une coordinatrice qui n'arrêtait pas de toucher son oreillette et de hocher la tête à des choses que Serena ne pouvait pas entendre. Et elle se tenait très immobile au centre de tout ce mouvement, et faisait le genre de petite conversation que le moment exigeait, et gardait sa respiration délibérée et régulière. À travers le mur, elle pouvait entendre le bourdonnement de 260 personnes trouvant leur siège.
Luciano serait à l'avant de la salle. Elle ne l'avait pas encore vu aujourd'hui, ce qui était traditionnel. Ce qu'elle avait imposé pour des raisons ordinaires lorsqu'elle avait planifié cela, et dont elle était maintenant reconnaissante pour des raisons entièrement différentes. Son témoin était son cousin, Ren, qui avait 35 ans, et que Serena avait toujours aimé avec la lassitude spécifique qu'elle appliquait à tout le monde dans l'orbite de Luciano. Une affection sincère tenue à une légère distance. Ren serait debout à côté de lui maintenant. L'assemblée s'installerait sur leur siège. Le cercle intime de l'organisation serait réparti dans la salle selon le schéma qu'elle avait cartographié dans sa tête au cours des 3 dernières heures. Connaissant le plan de table par cœur parce qu'elle l'avait finalisé elle-même. 22 minutes, elle s'est éloignée du groupe sous prétexte de vérifier son maquillage. Elle s'est tenue à la fenêtre et a regardé le jardin à l'extérieur. Et s'est laissée pendant 20 secondes avoir peur. Non pas de ce qu'elle était sur le point de faire, mais de ce qui viendrait après. Luciano n'était pas un homme qui acceptait l'humiliation publique. Il n'était pas un homme qui laissait les choses passer. Elle l'avait vu gérer les menaces à l'organisation avec une rigueur froide et systématique qui ne laissait aucune fin en suspens. Et elle comprenait qu'après aujourd'hui, elle existerait dans son monde exactement comme cela, une fin en suspens. Elle y avait pensé. Elle avait pris des dispositions qu'elle n'avait partagées avec personne. Elle avait une voiture réservée que Tara ne connaissait pas. Et un sac dans un entrepôt en dehors de la ville avec assez d'argent et de documents pour se déplacer rapidement si elle en avait besoin. La peur était rationnelle. Elle l'a ressentie, l'a classée et est retournée au groupe. 2 minutes, a dit la coordinatrice. Tara a pris sa main et l'a serrée une fois, fort, et Serena a serré en retour et l'a regardée. Et Tara a dit, à peine audible, « Quoi qu'il se passe là-dedans, tu es la personne la plus forte que je connaisse. » D'accord? Elle a failli tout lui dire alors. Les mots étaient énormes. « Tara, j'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin que tu comprennes ce qui va se passer et pourquoi. » Mais la porte s'est ouverte et la coordinatrice bougeait. Et la musique avait commencé dans la salle principale, basse et formelle. Le genre de musique qui dit à une salle de se lever. Serena s'est mise en position. La marche était longue. La salle avait été conçue avec une allée assez longue pour être théâtrale. Et alors qu'elle franchissait les portes principales et que les 260 personnes se tournaient, se levaient et la regardaient. Elle a senti tout le poids physique de tant de perdieux. Une pression contre sa peau, contre sa poitrine. La sensation spécifique d'être la chose que tout le monde dans une pièce regarde simultanément. Elle avait imaginé cette marche des dizaines de fois au cours des mois précédents. Elle ne l'avait pas imaginée comme ça. Pas triomphante, pas nerveuse de manière ordinaire, mais concentrée à la manière de quelqu'un qui se déplace dans un bâtiment en feu et qui a déjà identifié les sorties. Elle a regardé droit devant, a trouvé Luciano au bout de l'allée. Il la regardait comme il la regardait toujours. Avec cette attention concentrée et délibérée qui avait été l'une des premières choses qu'elle avait remarquées. La qualité de présence qu'il apportait à une pièce quand il choisissait de l'utiliser. Il portait un costume sombre qui lui allait parfaitement. Son expression était quelque chose qui se lisait comme ému, comme affecté, comme un homme puissant s'autorisant un moment d'émotion visible. Et la foule verrait cela et trouverait cela approprié et même touchant. Elle connaissait son visage. Elle connaissait la différence entre la chose qu'il choisissait de montrer et la chose qu'il ressentait. Elle a soutenu son regard sur toute la longueur de l'allée et l'a laissé lire ce qu'il voulait dans son expression et ne lui a rien donné de réel. Elle est arrivée à l'avant, a pris sa place. Il s'est légèrement penché, la proximité appropriée, la chaleur appropriée, et a dit très bas, pour qu'elle seule puisse entendre, « Tu es extraordinaire. » « Merci, a-t-elle dit, et a souri. L'officiant a commencé. Serena est restée debout pendant l'ouverture, l'accueil, le langage de cadrage, les mots sur l'engagement et le partenariat, et la décision que 2 personnes prennent, et elle est restée très immobile et a écouté le rythme de tout cela. Et a attendu avec une patience qu'elle ne se connaissait pas jusqu'à ce matin. À côté d'elle, elle pouvait sentir l'immobilité particulière de Luciano. L'immobilité coûteuse d'un homme habitué à se tenir au centre des débats. Et à sa gauche, au premier rang, elle pouvait voir le profil de sa mère. Céleste, droite, la mâchoire serrée, les mains jointes sur ses genoux. Une femme assise sur quelque chose qui essayait de sortir. La salle était très silencieuse.
Le genre de silence que 260 personnes font quand elles se tiennent collectivement par bienséance. Tous les chuchotements et les bruissements comprimés en un silence de fond. L'officiant a atteint le milieu. La main de Serena a trouvé la sangle de son sac qu'elle avait gardée avec elle. Non conventionnelle, la coordinatrice l'avait mentionné. Et elle avait regardé la coordinatrice d'une manière qui avait mis fin à la conversation. Elle a senti la forme du journal à travers le tissu. Et puis l'officiant a dit les mots. Les plus vieux mots de la cérémonie, ceux que tout le monde connaît. Ceux qui existent spécifiquement parce qu'il y a très longtemps, quelqu'un a compris que les déclarations publiques nécessitent une soupape de sécurité publique. Si quelqu'un ici présent a une raison de s'opposer à cette union, qu'il parle maintenant. Je m'y oppose. Sa propre voix, claire, portant jusqu'au fond de la salle dans le silence de pierre. Luciano s'est tourné. Le mouvement était à peine contrôlé. Elle a senti plutôt que vu l'instant de choc qu'il a traversé avant que son sang-froid ne le recouvre. Et elle a pensé, le voilà. Voilà la couture, la première fissure à la surface. La salle était devenue si silencieuse qu'elle pouvait entendre le son de son propre battement de cœur. Elle a fouillé dans le sac, ses doigts se sont refermés sur le journal. Elle l'a sorti de la tenue devant elle. Petit, relié en cuir, dis-je. 260 paires d'yeux suivre le mouvement. À regarder les capitaines de Luciano au 3e et 4e rang se redresser légèrement sur leur siège. À regarder l'expression de Carlo Manet devenir absolument plate. Ce qui, dans son expérience de lui, signifiait qu'il évaluait la menace. Elle a regardé Luciano. Elle a dit « Je pense que vos invités devraient entendre ça. » Et elle a ouvert à la première page et a commencé à lire le journal de sa mère. Elle a lu la première entrée à voix haute. Sa voix n'a pas tremblé. Elle s'y attendait, s'était préparée à cette possibilité. Avait répété la stabilité comme un acteur répète une scène difficile, seul, sans public. Mais quand elle a ouvert la bouche devant 260 personnes, la stabilité n'est pas venue de la répétition, mais de quelque chose de plus froid et de plus fondamental. La rage, quand elle est assez complète, a un effet stabilisateur. Elle n'avait pas su cela sur elle-même jusqu'à ce matin. La première entrée était datée d'il y a 8 mois. L'écriture de Céleste, les rythmes spécifiques et les structures de phrases de sa mère transparaissaient même dans la lecture de Serena. Et elle a entendu la salle traiter cela au fur et à mesure. Le passage d'un silence confus au silence plus spécifique de personnes commençant à comprendre ce qu'elles entendaient. L'entrée décrivait une réunion, un dîner, la qualité particulière d'attention qu'un certain homme avait apportée à une conversation. Elle n'a pas utilisé le nom de Luciano dans la première entrée. Elle a utilisé l'initiale, mais le contexte n'était pas ambigu. Et à la 3e phrase, Serena pouvait sentir la reconnaissance se propager dans les premiers rangs comme un courant. Elle a lu la 2e entrée. Luciano a bougé à la 4e ligne. Il a fait un pas en avant, un pas contrôlé. Sa main tendant vers le journal dans un mouvement qui n'était pas violent, mais qui était absolu. Le mouvement d'un homme qui n'a jamais, dans sa vie d'adulte, eu à demander 2 fois quelque chose. Serena a reculé avec le même mouvement, le contrant, le journal tiré contre sa poitrine, et l'a regardé avec une expression qu'elle n'avait pas prévue, mais qui vivait apparemment déjà sur son visage, assemblé et en attente. « Ne fais pas ça », a-t-elle dit. Le mot était silencieux. Il a porté quand même. Il s'est arrêté. Quelque chose a traversé son visage. Pas le choc d'avant, qui était déjà scellé, mais quelque chose de plus dur et de plus délibéré. Le réajustement d'un homme décidant en temps réel quelle approche la situation exigeait. Sa mâchoire s'est serrée. Ses yeux, qui avaient toujours été difficiles à lire, sont devenus entièrement illisibles. Serena, sa voix était basse et égale. Pose ce livre. Non. Ce n'est pas... Il s'est arrêté, s'est corrigé. Nous devrions faire ça en privé. Non, a-t-elle répété, nous ne devrions pas. Elle s'est retournée vers la salle et a lu la 3e entrée. Celle-ci contenait son nom. Luciano, écrit en toutes lettres de la main inclinée de sa mère. Et quand Serena l'a lu à voix haute, le son de ce nom dans cette salle au mur de pierre, son nom dans sa voix dans ce contexte, était le son de quelque chose de structurel qui cédait. Elle l'a entendu dans la salle, la respiration retenue du 2e rang, le changement de poids des hommes du 3e.
Quelque part vers l'arrière, une femme a dit quelque chose à voix basse qui a été immédiatement étouffé. Elle a lu pendant 4, peut-être 5 minutes. Elle n'avait aucune notion claire du temps. Elle a lu les entrées qu'elle avait sélectionnées ce matin-là au bureau. Pas toutes, pas les plus personnelles, mais celles qui étaient sans ambiguïté. Celles qui exposaient les circonstances et la nature spécifique de ce que sa mère et son fiancé avaient construit ensemble pendant 8 mois en marge de sa vie. Elle a lu avec la diction plate et précise de quelqu'un lisant un témoignage. Ce qui avait-elle décidé était exactement ce que c'était. Quand elle s'est arrêtée, les femmes la salle était si silencieuse que le son mécanique du système de ventilation était audible au-dessus d'eux. Elle a fermé le journal, elle a regardé Luciano. Son sang-froid était intact. C'était le truc avec lui. Le sang-froid était toujours intact. C'était structurel. C'était porteur. Il n'avait pas été construit pour des situations sociales ordinaires, mais pour la pression spécifique des pièces où les choses tournaient mal avec des conséquences permanentes. Il se tenait à l'avant de la salle dans son costume parfaitement ajusté. Et la regardait avec une expression qui avait été soigneusement vidée de tout, sauf d'une sorte de gravité contrôlée. Et elle a compris, en le regardant, qu'il avait déjà dépassé le choc et était passé à la gestion de la situation. « Ce sont des lettres privées », a-t-il dit. Sa voix était destinée à elle, mais l'acoustique de la salle signifiait que les 6 premières rangées entendaient chaque mot. « Quoi que tu crois qu'elles disent ?»« Je ne crois à rien », a-t-elle dit. « J'ai lu. Il y a une différence. » Serena, du premier rang, la voix de sa mère, basse, tendue, la voix d'une femme qui a tenu une position au-delà du point où elle peut la tenir. « S'il te plaît. » Elle n'a pas regardé sa mère. Elle a gardé les yeux sur Luciano. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-elle dit. Une longue pause. La longueur de celle-ci était sa propre réponse, et la salle l'a senti. Elle a senti la salle le s'endort. 260 personnes faisant le calcul en temps réel. C'était compliqué, a-t-il dit. Quelqu'un au 4e rang a expiré. Elle ne savait pas qui. Ça sonnait comme le dernier air quittant quelque chose. « Ce n'est pas compliqué, » a-t-elle dit. « Tu as eu une liaison avec ma mère pendant 8 mois, alors que tu étais fiancé avec moi, pendant qu'elle planifiait mon mariage, pendant que j'étais... » Elle s'est arrêtée, un arrêt net, parce que ce qui venait ensuite était personnel d'une manière qu'elle n'allait pas lui donner. Pas ici, pas devant ces gens, jamais. Elle a respiré. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Tu ne comprends pas l'ensemble. Je n'ai pas besoin de l'ensemble du tableau. Elle a remis le journal dans son sac. J'avais besoin du tableau que j'ai. C'est suffisant. Elle s'est tournée pour faire face à la salle. Les visages qui la regardaient étaient un échantillon spécifique d'un monde spécifique. Elle reconnaissait la plupart d'entre eux. Des associés de Luciano, légitimes et autres. Des politiciens qui lui devaient des faveurs ou le craignaient, ou les deux. Des femmes en robe chère qui s'étaient mariées dans la même gravité qu'elle avait failli épouser, et qui la regardaient maintenant avec des expressions qu'elle ne pouvait pas entièrement déchiffrer. Quelque chose entre l'admiration et l'horreur particulière de voir quelqu'un faire une chose que vous avez imaginé faire, et de comprendre le coût de cela et en temps réel. Au 3e rang, Enzo Frel, le capitaine de port de Luciano, qui était devenu très immobile, les mains à plat sur les genoux, et qui regardait Luciano avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur son visage. Pas de la colère, pas de la surprise, de l'évaluation. L'expression d'un homme révisant tranquillement quelque chose d'important. Au 4e rang, Carlo Manet, dont l'expression plate n'avait pas changé, mais dont les yeux s'étaient déplacés 2 fois vers les hommes qui le flanquaient. Elle a regardé tout cela, l'a mémorisé, puis elle a dit à la salle, clairement, « Je m'excuse pour la perturbation. » Elle a marché. Pas vite, pas la sortie paniquée d'une femme fuyant une scène, mais le mouvement délibéré et régulier de quelqu'un qui a terminé ce qu'elle est venue faire et qui part selon ses propres termes. L'allée était longue et elle l'a parcourue sur toute sa longueur et a senti chaque œil dans la salle suivre sa progression et n'a pas regardé en arrière. Elle était à environ 4 mètres de la porte principale quand elle a entendu Luciano dire son nom. Pas fort, mais dans un registre qu'elle l'avait entendu utiliser une fois auparavant. Dans une conversation sur un homme qui avait déplacé de l'argent sans autorisation.
Et l'homme n'était plus à son poste 6 semaines plus tard. Ce n'était pas un ton menaçant au sens théâtral du terme. C'était simplement le ton d'un homme habitué à ce que le monde se réoriente en réponse au son de sa voix. Elle s'est arrêtée, elle s'est retournée. Il était à l'avant de la salle, à 6 mètres de distance. Et les 260 personnes entre eux avaient la qualité figée particulière des témoins. « Nous devons parler », a-t-il dit. Le même registre, contrôlé et égal, maintenant. « Non, nous n'avons pas besoin », a-t-elle dit. Serena. La première fracture dans le sang-froid. Petite, une fissure audible seulement dans la légère compression de la deuxième syllabe. Je te le demande, elle a failli dire quelque chose. Elle avait préparé quelque chose. Avait préparé plusieurs choses au cours de la matinée. Des répliques de sortie, des dernières plutôt. Le genre de phrases déclaratives qui fonctionnent comme des portes qui se ferment de manière permanente. Mais en le regardant à travers la longueur de la salle, elle a découvert qu'elle n'en voulait aucune. Il n'y avait rien qu'elle avait besoin de lui dire qu'elle n'avait pas déjà dit, ou que la salle n'avait pas déjà entendu. Tout ce qui suivrait serait pour sa propre satisfaction. Et qu'elle avait décidé ce matin-là que la satisfaction n'était pas le but. La sortie était le but. Une sortie propre, documentée, avec témoins. Elle s'est retournée vers la porte et l'a franchie. La coordinatrice était dans le vestibule, oreillette en place, tablette à la main. Elle portait l'expression d'une personne dont la réalité professionnelle venait de subir un événement sismique. Elle a regardé Serena avec la bouche légèrement ouverte et n'a rien dit. « Il y a une voiture qui arrive », a dit Serena. « La Volvo noire, pas une des siennes. » Elle l'avait arrangée par l'intermédiaire de Marcus ce matin-là. Un service de voiture sans lien avec aucun compte Moretti. Ne dites à personne quelle sortie j'utilise. Elle est passée par la porte latérale avant que la coordinatrice ne puisse répondre. L'air d'octobre était froid et pur. Et elle s'est tenue sur les marches en pierre du côté est du bâtiment et l'a respiré pendant 4 secondes. Juste 4, avant de sortir son téléphone et d'appeler Marcus. Il a décroché à la deuxième sonnerie. « J'ai vu l'heure, vous êtes sorti? »« Je suis sorti, j'ai besoin de la voiture. »« 7 minutes, entrée est, votre sac est dans le coffre. »« Bien. » Elle a raccroché, s'est tenue sur les marches, a regardé la ruelle étroite entre ce bâtiment et le suivant. Et la fine bande de ciel au-dessus, passant de l'or du matin à la luminosité plus dure du milieu de journée. 7 minutes. Elle avait 7 minutes pendant lesquelles personne ne savait exactement où elle était, et elle les a utilisées pour ne rien faire du tout. Juste se tenir sur les marches froides en pierre dans sa robe de mariée, avec le sac sur son épaule et le journal à l'intérieur. Et laisser les 7 minutes passer. Le rebondissement est arrivé à la 4e minute. Son téléphone a vibré. Pas un appel, un message d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas, et elle a failli ne pas l'ouvrir. Presque. Le même presque qui l'avait arrêté devant la porte de l'escalier. Mais quelque chose dans le timing spécifique, a fait bouger sa main. Le message contenait une photographie. Elle l'a regardée longtemps sans vraiment la comprendre. De la même manière que l'esprit se bloque, parfois, face à une information qui exige de tout restructurer. Puis elle l'a comprise et a senti quelque chose se passer dans sa poitrine. Quelque chose d'indescriptible dans le langage émotionnel qu'elle avait à sa disposition. La photo était datée. Les métadonnées étaient visibles en bas à droite. Un horodatage d'il y a 11 mois. 3 mois avant la première entrée dans le journal de Céleste. Elle montrait Serena. Pas Serena seule. Serena avec un homme dans un restaurant qu'elle reconnaissait. Elle y avait été. Elle se souvenait de la soirée, un dîner d'affaires auquel Luciano lui avait demandé d'assister. Un de ses contacts, on l'a présenté à quelqu'un de la logistique. Elle n'avait pas retenu les détails parce qu'elle n'avait pas eu besoin de retenir les détails. C'était l'une des 6 soirées similaires au cours de leurs 18 mois ensemble. L'homme sur la photo n'était pas le contact de la logistique. Elle savait qui il était. Elle ne le connaissait pas à l'époque. L'avait rencontré une fois brièvement à une table, lui avait serré la main et fait la conversation. Et n'y avait rien pensé au-delà du calcul social ordinaire de rencontrer un étranger. Elle le connaissait maintenant parce que Marcus lui avait envoyé un dossier il y a 3 semaines, qu'elle avait demandé pour des raisons sans rapport avec cela. Des informations sur la structure de l'organisation Moretti, le genre d'informations qu'elle avait tranquillement compilées depuis le 6e mois de ses fiançailles.
Quand elle avait compris pour la première fois qu'elle devait comprendre dans quoi elle s'était engagée. L'homme sur la photo était un informateur fédéral. Il l'était depuis 2 ans. Il était actuellement sous la protection du bureau. Et il avait fourni un témoignage qui avait abouti à 3 actes d'accusation scellés. Ces actes visaient la structure opérationnelle de la famille Moretti. Et il y avait une photo de Serena Vale dînant avec lui il y a 11 mois. Une photo orchestrée par Luciano, lors d'une rencontre qu'il avait organisée. Une rencontre à laquelle Serena avait assisté sans savoir de quoi il s'agissait. Le message sous la photo tenait en 4 mots. Il t'a surveillé. Pas de signature, pas de contexte, le numéro était presque certainement jetable. Elle se tenait sur les marches en pierre et regardait la photographie. Et a compris en l'espace d'environ 8 secondes ce que cela signifiait, ce que cela avait toujours signifié. Le dîner n'avait pas été une coïncidence. Luciano l'avait placé à une table avec un informateur fédéral et avait créé une photographie qui, dans de mauvaises mains, avec le mauvais cadrage, pourrait être présentée comme une preuve de contact entre Serena Vale et un témoin coopérant dans une enquête fédérale active. Elle pourrait être présentée comme une preuve qu'elle était une source, qu'elle avait fourni des informations, que la femme qui avait vécu dans l'orbite sociale de l'organisation Moretti pendant 18 mois l'avait fait avec intention. Cela ne tiendrait pas. Elle savait que cela ne tiendrait pas. Elle connaissait la vérité de cette soirée. Elle n'avait rien fait. Elle n'avait rien su. Le dîner était exactement ce qu'il semblait être en surface, et elle pouvait le prouver. Mais la preuve et l'accusation n'étaient pas la même chose. Et dans le monde qu'elle venait d'humilier publiquement, la capacité de porter une accusation était souvent plus utile sur le plan opérationnel que la vérité. Il ne l'avait pas aimée. Ou il l'avait aimée, elle ne pouvait toujours pas entièrement fermer la porte à cela. Le souvenir de lui était trop spécifique et trop tridimensionnel pour la simple révision en pur calcul. Mais il avait aussi, à un moment donné, décidé qu'elle était un risque. Et il avait construit une prise sur elle. Quelque chose à tenir. Quelque chose qui, si elle devenait un jour un problème, pourrait être utilisé. Elle était devenue un problème. Son téléphone a de nouveau vibré, cette fois un appel. Le même numéro inconnu. Si elle a répondu, silence pendant 2 secondes, puis une voix de femme basse et rapide. N'allez pas à votre entrepôt. Qui est-ce? Ça n'a pas d'importance. L'entrepôt a été signalé. Ils savent pour le sac. Ils savent pour Marcus Dre. Quelle que soit la sortie que vous aviez prévue, elle est compromise. Le froid de l'air d'octobre était soudainement plus spécifique contre sa peau. À quel point compromise? Tout ce que vous avez arrangé par un téléphone à votre nom, tout ce que vous avez arrangé au cours des 12 dernières heures, il y a accès. Écoutez, peu importe comment, ce qui compte, c'est que la voiture qui arrive à l'entrée n'est pas la voiture que vous croyez. Annulez la prise en charge. Serena est restée très immobile. Elle a pensé à Marcus. Elle a pensé à l'appel qu'elle avait passé à 6h30 du matin sur son propre téléphone. Son téléphone personnel. Le téléphone que Luciano lui avait donné il y a 18 mois quand son contrat arrivait à échéance. Et il avait dit, « Laisse-moi m'en occuper, j'ai un meilleur plan. » Et elle l'avait laissé faire parce que c'est ce qu'on faisait dans ce monde. Quand quelqu'un proposait de s'occuper des choses, on le laissait faire. Et on ne pensait pas à ce que s'occuper des choses signifiait en termes d'accès. Il avait accès à son téléphone. Avait toujours eu accès à son téléphone. Elle l'avait su de manière abstraite et n'avait pas agi en conséquence. Parce qu'elle n'avait pas cru qu'elle en aurait un jour besoin. Elle avait passé ses appels ce matin sur un téléphone qu'il pouvait lire. L'avocat, a-t-elle dit, il va bien, ils ne le toucheront pas, il est externe et documenté. Mais vos arrangements par son intermédiaire sont connus. La voiture, l'entrepôt, le calendrier des copies, les copies. Les copies existent. Ce n'est pas le problème. Une pause. Le problème, c'est qu'ils ont quelque chose qui complique les copies. Vous devez comprendre à quoi vous avez affaire avant de les utiliser. Dites-moi. Une pause plus longue. Le son de la femme se déplaçant dans un espace. Des pas. Une porte. Un bruit extérieur bref, puis étouffé. Pas sur cette ligne. Pas maintenant. Alors, il y a une femme nommée Dara Soles. Elle tient un pressing sur la rue Verrit. Allez-y. Ne prenez pas de voiture avec un GPS. N'utilisez pas votre téléphone après cet appel. Retirez la batterie si vous le pouvez. Elle vous expliquera le reste. Qui êtes-vous?
Quelqu'un qui essaye de sortir de cette organisation depuis plus longtemps que vous. La voix était devenue plate et silencieuse. Et qui comprend que ce que vous avez fait aujourd'hui a soit détruit Luciano Moretti, soit vous a détruite. Et en ce moment, ça pourrait encore basculer d'un côté ou de l'autre. L'appel s'est terminé. Serena se tenait sur les marches en pierre dans sa robe de mariée et regardait l'entrée et tout. Dans environ 90 secondes, une Volvo noire allait arriver. Ce n'était pas la voiture que Marcus avait envoyée, c'était tout autre chose. Et elle a pensé à la photo sur son téléphone, à l'entrepôt où elle ne pouvait pas aller, et à l'avocat dont les copies existaient mais étaient maintenant connues, et au journal dans son sac qui était à la fois sa plus grande arme et apparemment une arme que quelqu'un avait su qu'elle aurait. Il n'avait pas réagi à elle ce matin. Il l'avait observée. Peut-être depuis avant le début de la liaison, peut-être depuis avant les fiançailles. Peut-être depuis le premier dîner au restaurant où un homme qu'elle ne savait pas être un informateur fédéral lui avait serré la main pendant que Luciano regardait de l'autre côté de la table. La Volvo noire est apparue au bout de la ruelle. Serena s'est retournée, s'en est éloignée, est allée dans la direction opposée, plus profondément dans l'ombre du bâtiment, vers la rue de l'autre côté. Ses talons bruyants sur la pierre, puis silencieux quand elle a marché sur l'asphalte. Et elle a marché avec la concentration particulière de quelqu'un se dirigeant vers une destination qu'elle n'a pas encore atteinte, à travers l'air froid d'octobre, dans une robe de mariée, portant un sac avec un journal à l'intérieur, sans téléphone qu'elle pouvait utiliser en toute sécurité, et sans voiture qu'elle pouvait prendre en toute sécurité, et sans chambre où elle pouvait retourner en toute sécurité, comprenant pour la première fois la pleine dimension de la situation dans laquelle elle se trouvait. Pas la situation qu'elle avait prévue. La confrontation publique propre avec ses preuves documentées et sa sortie arrangée. Mais la situation réelle. Celle qui avait été construite autour d'elle avant qu'elle n'en sache assez pour la voir. Et elle a marché plus vite, et la ville bougeait autour d'elle comme les villes bougent. Elle a marché 6 pâtés de maison en robe de mariée avant de ne plus sentir le froid. Non pas parce qu'elle s'était réchauffée. Parce que quelque part vers le 3e pâté de maison, son système nerveux a pris la décision de déprioriser le physique et de tout rediriger vers le problème immédiat du mouvement vers l'avant. Et après cela, le froid n'était qu'un fait qu'elle enregistrait sans le sentir, de la manière dont on enregistre le bruit de la circulation. Présent, noté, classé, sans rapport avec la tâche. La robe n'était pas faite pour le mouvement. La jupe avait assez de jus pour marcher, mais pas pour marcher vite, et elle avait enlevé ses talons au 2e coin de rue. Et les portait dans sa main gauche, le sac sur son épaule droite, ses pieds nus sur le trottoir d'octobre. Elle n'a pas regardé ses pieds, elle a regardé la rue devant elle, et a pensé à la rue Véry qu'elle connaissait. Elle avait traversé ce quartier 2 fois l'année dernière. Une fois en allant à un dîner que Luciano avait organisé dans un club privé 4 pâtés de maison à l'est, et une fois en se perdant en revenant d'un rendez-vous. Et elle s'est orientée grâce à l'horizon et a tourné vers le sud. Dara Soles, Pressing, Rue Verite. Elle se le répétait comme on répète un numéro qu'on ne peut pas écrire, dans le rythme spécifique d'une chose qui doit rester accessible. Et elle a traversé la ville dans sa robe de mariée et ses pieds nus. Elle était consciente d'être regardée et n'a pas ralenti pour autant. Son téléphone était dans son sac. Elle n'avait pas retiré la batterie car c'était une unité scellée, moderne, non amovible, et elle l'avait éteint à la place, puis avait pensé à ce que la femme avait dit. Ils savaient pour le sac, et avait compris qu'éteindre n'était pas de la même chose que sûr. Et donc elle s'était arrêtée au bout du 4e pâté de maison et avait laissé le téléphone derrière une benne à ordures dans une ruelle. L'avait glissé dans l'espace entre la roue arrière de la benne et le mur, et s'en était éloignée avec la sensation spécifique de couper quelque chose. Elle avait le journal. Elle avait de l'argent. Elle gardait de l'argent dans la poche intérieure du sac par habitude. Une habitude qu'elle avait développée en 18 mois de vie adjacente à un monde où les traces électroniques étaient parfois gênantes. Pas une grosse somme, mais assez. Elle n'avait pas de téléphone fonctionnel, pas de voiture, pas de documents indiquant où elle allait. Et aucune possibilité de contacter Marcus Dre ou quiconque connaissait son nom. Elle avait les 4 phrases sur le morceau de papier plié dans la poche intérieure du sac. Elle avait les copies que Marcus avait faites et sécurisées avant tous les appels de ce matin. Les copies antérieures au téléphone compromis.
celle qui existait dans un système hors de portée de Luciano. Elle s'est accrochée à cela. Les copies existaient, quoique d'autres aient été anticipées et contrées, les copies avaient été faites avant son premier appel à Marcus, ce qui signifiait qu'elles étaient antérieures à la fenêtre de surveillance, ce qui signifiait qu'elles étaient réelles, propres et à elle. Elle est arrivée à la rue Verite à 11h47, d'après l'horloge d'une pharmacie devant laquelle elle est passée. Le pressing était au milieu du pâté de maison, une devanture étroite avec un auvent vert délavé en gris sur les bords, et une enseigne écrite à la main dans la vitrine qui disait « Solace retouche et nettoyage, service le jour même ». L'enseigne Hoover était allumée. À travers la vitrine, elle pouvait voir le long rail de vêtements sous plastique, un comptoir et l'arrière de la tête de quelqu'un. Elle a poussé la porte. L'odeur était chimique et chaude, de solvant et de vapeur, et le changement de température par rapport à la rue était immédiat et presque douloureux sur ses pieds nus et ses bras. Une cloche au-dessus de la porte l'a annoncé. La personne derrière le comptoir s'est retournée. Une femme d'une fin de quarantaine, compacte et aux cheveux noirs, avec des lunettes de lecture relevées sur son front, qui a observé l'apparence de Serena avec une expression qui n'a pas changé du tout. « Serena Vale », a dit la femme. « Dara Solace, entrez à l'arrière. » Pas de préambule, pas de reconnaissance de la robe ou des pieds nus, ou du fait qu'une femme qui avait été au centre d'un incident très public il y a 30 minutes se tenait dans son piercing. Elle s'est simplement retournée et a franchi la porte derrière le comptoir, et Serena l'a suivie. L'arrière était plus grand que l'avant, suggéré. Un espace de travail avec 2 presses industrielles, une unité de nettoyage et une longue table tenant actuellement une veste de costume partiellement démontée. Une porte à l'extrémité était maintenue ouverte sur une ruelle. Une deuxième femme était assise à la table, plus jeune, dans la trentaine, en civil, avec un ordinateur portable ouvert devant elle et une tasse de café qu'elle ne buvait pas. « Asseyez-vous », a dit Dara. Serena s'est assise sur un tabouret près de la table de pressage. La chaleur de la pièce l'envahissait maintenant. Le contraste avec la rue frappait son système d'un seul coup, et elle a senti le premier tremblement dans ses mains, l'adrénaline trouvant sa sortie, la facture physique du matin arrivant à échéance, et elle a posé ses paumes à plat sur ses cuisses et a respiré à travers. « Le téléphone », a dit Dara. « Je l'ai laissé 4 pâtés de maison plus au nord. » Dara a regardé la jeune femme qui a hoché la tête et a tapé quelque chose. « Bien. » Elle a tiré un tabouret de sous la table et s'est assise en face de Serena, et l'a regardée avec l'évaluation concentrée et sans émotion de quelqu'un qui évalue les situations professionnellement. « Vous comprenez ce que la photographie signifie? Il a construit une prise sur moi. Il a construit une prise sur vous avant les fiançailles. » La voix de Dara était plate, informative, la voix de quelqu'un qui livre un briefing. Le dîner a été arrangé. L'informateur, son nom n'a pas d'importance. Il est en protection maintenant. A été placé à cette table parce que Luciano avait besoin d'une preuve de contact entre vous et quelqu'un lié à l'enquête. Pas pour l'utiliser immédiatement, comme une assurance au cas où je deviendrais un problème. Au cas où vous deviendriez un problème, ou au cas où vous découvririez la liaison, ou au cas où vous essayeriez de partir, ou au cas où vous essayeriez de tirer parti de tout ce que vous aviez appris sur l'organisation pendant votre temps dedans. Une pause. Il couvre les sorties, toutes. C'est comme ça qu'il opère. Serena a regardé ses mains. Le tremblement avait cessé. Depuis combien de temps êtes-vous à l'intérieur? 7 ans. Aucune hésitation sur le nombre. Je tiens un pressing. Je traite des informations. Je n'ai jamais été une seule fois dans une pièce avec Luciano Moretti. Alors comment? Son cousin, a dit la jeune femme sans lever les yeux de l'ordinateur portable. Ren, lui et Dara sont en contact depuis 4 ans. Serena a retenu cela un moment. Ren, qui avait été le témoin de Luciano ce matin. Ren, qui se tenait à l'avant de la salle quand elle avait remonté l'allée. Ren, qu'elle avait toujours aimé avec la lassitude spécifique qu'elle appliquait à tout le monde dans cette orbite. C'est lui qui a envoyé le message, la photographie. Il cherche un moyen de sortir depuis 2 ans, a dit Dara. Ce que vous avez fait ce matin, il ne l'avait pas prévu. Il ne savait pas que vous alliez le faire. Mais quand vous l'avez fait, ça a changé le calcul. Ça a fissuré quelque chose dans l'organisation qui était scellée depuis longtemps. Enzo Frel a quitté la salle 12 minutes après vous. Serena a levé les yeux.
Frel est parti, est sorti pendant quoi qu'il se passait après que vous ayez lu le journal, est monté dans sa voiture et a conduit jusqu'à un endroit où il ne va normalement pas un samedi. La jeune femme a tourné l'ordinateur portable pour que Serena puisse voir l'écran. Une carte, un marqueur de localisation clignotant. Il est là-bas depuis 40 minutes. Qui a-t-il là-bas? Un avocat qui ne travaillait pas pour Luciano. Le silence dans l'arrière-boutique était le silence dense et pressurisé de l'information qui se met en place. Serena a regardé la carte et a compris ce que cela signifiait. Enzo Frel, qui contrôlait les ports de l'Est, qui avait été au 3e rang ce matin, avec ses mains à plat sur les genoux, faisant sa propre recalibration, était sorti et était allé voir un conseil indépendant dans l'heure. La fissure qu'elle avait faite dans la salle se propageait déjà à travers la structure. La photographie, a-t-elle dit, peut-elle être contrée? Elle peut être documentée comme un coup monté. Le responsable de l'informateur sait que le dîner a été arrangé. C'est dans le dossier de l'affaire. L'informateur a rapporté à son responsable que Luciano lui avait présenté une femme sans divulguer son identité ni le but du dîner. C'est documenté du côté du bureau. Le problème est d'accéder à cette documentation sans déclencher le sceau de l'enquête. Qui peut y accéder? Dara et la jeune femme ont échangé un regard. Ren, a dit Dara, il a un nom. Quelqu'un au sein de la division du crime organisé du bureau qui a été adjacent à l'enquête Moretti pendant 3 ans. Il a gardé ce nom comme sa propre sortie. Il allait l'utiliser pour lui-même. Et maintenant? Maintenant, il vous l'offre en échange. De quoi? Le journal. Dara la regarda fixement. Pas l'original, les copies, l'ensemble documenté. Il veut qu'elle soit soumise par l'intermédiaire de son avocat simultanément avec ce que le contact du bureau publiera sur le coup monté du dîner, pour que ce qui sort sur Luciano sorte en même temps que la photographie est discréditée. Divulgation coordonnée. Vous ne vous retrouvez pas avec une arme qui peut être retournée contre vous. Et Ren obtient sa sortie. Serena a réfléchi à cela. La machine à presser à sa gauche cliquetait avec la chaleur résiduelle de la devanture. Elle pouvait entendre le faible bruit de la rue, une voiture, des voix. Le bruit ordinaire d'une ville qui ne savait pas ce qui s'était passé ce matin, ou ce qui se discutait actuellement dans l'arrière-boutique d'un pressing de la rue Verite. « Où est Ren maintenant? » a-t-elle dit. « En route pour ici. » Elle a regardé la porte. « Dans combien de temps? 10 minutes? Peut-être moins. » Dara s'est levée. « Il y a des vêtements dans l'arrière-salle, pas exactement votre taille, mais assez proche. Vous devriez vous changer. » Elle avait raison. La robe n'était pas un vêtement pour ce qui allait suivre. Serena s'est levée et l'a suivie dans une petite pièce de rangement à l'arrière du bâtiment, et s'est changée de sa robe de mariée en 90 secondes, laissant la robe pliée sur une étagère avec une précision qui l'a surprise elle-même. L'habitude de prendre soin des choses chères mourant difficilement, et a enfilé le jean et le pull en laine sombre que Dara avait indiqué d'un geste, et qui lui allait assez bien pour bouger. Elle est revenue dans l'espace de travail principal. Ren est arrivée en 8 minutes. Elle a entendu la porte de la ruelle avant de le voir. Des pas rapides et le son de la porte maintenue ouverte étant utilisé plutôt que frappé. L'entrée de quelqu'un qui connaissait cet endroit. Il est entré et s'est arrêté quand il l'a vu, et ils se sont regardés à travers la largeur de la pièce. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Sa veste de costume avait disparu, le col ouvert, et il y avait quelque chose sur son visage qui n'était pas là dans la salle ce matin. Pas de la culpabilité exactement, mais le poids spécifique d'un homme qui a porté quelque chose pendant longtemps et qui l'a finalement posé, et qui sent le changement dans sa propre posture. « Serena, » a-t-il dit. « Ren, je suis désolé. » Il l'a dit simplement, sans l'échafaudage de la justification. « Je savais pour la liaison. Pas depuis le début, mais je savais. Je ne te l'ai pas dit parce que j'essayais de trouver un moyen de sortir de tout ça d'abord. Et je n'arrêtais pas de penser que j'avais plus de temps. » Elle a absorbé cela. « Depuis combien de temps savais-tu? » 5 mois. 5 mois. Elle était à 5 mois du mariage en mai, ce qui signifiait que de mai à octobre, elle avait parlé à Ren lors de dîners, d'événements familiaux et de réunions de planification. Et il avait su et elle non. Et la géométrie de cela était une autre chose qu'elle a classée à l'endroit où elle gardait toutes les choses qu'elle ressentirait plus tard, quand plus tard serait quelque chose qu'elle pourrait se permettre.
Le contact du bureau, a-t-elle dit. Peuvent-ils documenter le coup monté du dîner? Oui, c'est dans le débriefing de l'informateur d'il y a 11 mois. J'ai un nom et une ligne directe qui contournent l'accueil officiel. Si vous soumettez les copies par l'intermédiaire de votre avocat simultanément, la photographie devient une tentative documentée de construire de fausses preuves contre vous. Ça se retourne. Il contrera avec quoi? Le temps qu'il contre, Frel est devant un conseil indépendant. Et deux des hommes dans cette salle ce matin passent déjà des appels qu'ils ne sont pas censés passer. La voix de Wren était stable, mais elle pouvait entendre la tension en dessous. L'urgence contrôlée d'un homme qui s'est engagé dans une porte et qui a besoin qu'elle s'ouvre avant que quelqu'un ne le remarque. Il n'a pas autant de temps qu'il le pense. Où est-il maintenant? Elle voulait dire Luciano. Au lieu de la cérémonie, la salle s'est vidée. Ces gens sont contenus. Ils ne bougent sur rien pour l'instant parce qu'ils ne savent pas ce que vous avez déposé et ce qui est déjà en mouvement. C'est la fenêtre. Combien de temps? 2 heures, peut-être 3. Serena a regardé la table, l'ordinateur portable avec le marqueur de localisation clignotant. Dara, qui se tenait les bras croisés et l'expression neutre, à la manière de quelqu'un qui a survécu à ce monde en gardant sa neutralité absolue. La jeune femme qui ne lui avait toujours pas dit son nom, elle a pensé au matin, au garage, au journal, à la salle, à la marche dans le froid, à la robe sur l'étagère dans la pièce de rangement. Elle a pensé à la voix de Luciano disant « Nous devons parler » à travers la longueur de la salle, et à la façon dont la salle avait enregistré la fracture dans son sang-froid. Et elle a pensé aux mains d'Enzo Frel à plat sur ses genoux, puis à la voiture d'Enzo Frel quittant le parking du lieu de la cérémonie. Elle a pensé à la femme au téléphone disant que ça pourrait encore basculer d'un côté ou de l'autre. « Appelle Marcus », a-t-elle dit à Wren. « Passe sur mon téléphone. Utilise quelque chose de propre. Donne-lui le nom du contact du bureau et dis-lui de déposer simultanément. Les deux ensemble, les copies du journal et la documentation du dîner. Ça déclenche tout. Je sais. Une fois que c'est déposé, je sais ce que ça déclenche, Wren. Elle l'a regardé. Je sais ce qui arrive à l'organisation quand ça passe. Je sais ce que ça fait à l'affaire et aux actes d'accusation scellés, et à chaque morceau de l'opération et que Frel a dirigé. Elle a soutenu son regard. Je sais que tu comprends ça aussi. Alors, si tu vas me dire que tu as un problème avec l'ampleur de ce qui va tomber, dis-le-moi maintenant. Il est resté silencieux pendant 3 secondes. Puis, passe l'appel. Elle a hoché la tête à Dara, qui a sorti un téléphone de la poche de sa veste et l'a tendu. Wren l'a pris, s'est dirigé vers la porte de la ruelle et a composé le numéro. Serena se tenait au milieu de l'espace de travail et l'écoutait parler à Marcus. L'échange contrôlé et rapide d'un homme transmettant des informations qu'il a mémorisées pour cet usage spécifique, et elle laisse rester très immobile et a respiré pendant l'attente. L'appel a duré 4 minutes. Wren est revenu. Marcus dépose dans 40 minutes. Le contact du bureau a confirmé la réception. 40 minutes, a-t-elle dit. 40 minutes, a-t-elle calculé. 40 minutes pour le dépôt, puis le temps que cela s'enregistre, se propage dans le système, atteigne les personnes entre les mains desquelles il devait arriver. Elle a pensé à Luciano au lieu de la cérémonie avec son cercle intime. Gérant son propre temps, déployant ses propres ressources, utilisant les 2 ou 3 heures d'incertitude pour construire la contre-attaque qu'il était en train de construire. Elle a pensé à la photographie sur le téléphone qu'elle avait laissée derrière une benne à ordures, et au fait que la photographie avait maintenant un contre-document qui serait déposé simultanément, et à ce que cela signifiait en termes de la prise qu'il avait construite. Cela signifiait que la prise se brisait. Cela signifiait que dans 40 minutes, elle commencerait à exister hors de sa portée pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, et que le processus pour commencer à exister là serait bruyant et compliqué, et générerait des conséquences qu'elle ne pouvait pas entièrement cartographier d'où elle se tenait, dans un pressing de la rue Verrette en jeans empruntés. Ayant lu le journal de sa mère à voix haute à 260 personnes il y a 3 heures, la porte de la ruelle s'est ouverte. Pas Wren, pas Dara, un homme qu'elle ne connaissait pas, large d'épaules, se déplaçant rapidement, les yeux balayant déjà la pièce avant d'avoir complètement franchi la porte. Et Dara a dit « Attendez !» d'une voix sèche, mais l'homme s'était déjà fixé sur Serena et traversait la pièce vers elle.
avec l'énergie directionnelle spécifique de quelqu'un qui a été envoyé pour récupérer quelque chose. Serena a bougé avant de penser à bouger. Sur le côté, hors de la ligne directe, mettant la table de pressage entre elle et lui. Et l'homme s'est arrêté net et l'a regardé à travers la table avec une expression qu'elle a reconnue. Pas de l'agression exactement, mais la neutralité forcée d'une personne livrant un message qu'elle n'a pas écrit. Monsieur Moretti veut parler. Je suis occupé, a-t-elle dit. Il est dehors. La pièce est devenue très silencieuse. Dara s'était déplacée près du comptoir. Ren, près de la porte de la ruelle, n'avait pas bougé, mais son poids s'était déplacé. La jeune femme avait fermé l'ordinateur portable. Il est dehors, a dit Serena. Dans la voiture, seul. La voix de l'homme était égale. Il dit 15 minutes. Il dit qu'il entrera si vous ne sortez pas. Elle a regardé Ren. Sa mâchoire était serrée. Il lui a fait le plus petit signe de tête négatif possible. Elle a regardé l'homme de l'autre côté de la table. Dites-lui 5 minutes. Serena, a commencé Ren. 5 minutes, a-t-elle dit à l'homme. Et il reste dans la voiture. L'homme l'a regardé un moment, puis s'est retourné et est reparti par la porte de la ruelle. Ren a traversé la pièce en 4 pas. C'est exactement ce qu'il fait. Il te trouve. Il te parle seul et il est très, très doué pour ça. Je sais. Alors n'y va pas. J'ai besoin de savoir ce qu'il sait. Elle l'a regardé. J'ai besoin de savoir si ce que nous venons de déposer est suffisant ou s'il y a une contre-attaque que je n'ai pas prévue. J'ai besoin de le regarder et de savoir. Elle a pris le sac. 5 minutes. Elle est sortie par la porte de la ruelle. La voiture était une berline noire qu'elle ne reconnaissait pas, garée au fond de la ruelle. La vitre du conducteur était baissée et Luciano était sur le siège passager, pas à l'arrière, ce qui signifiait quelque chose. Elle l'a classé sans savoir encore ce qu'elle classait. Elle s'est approchée de la voiture et s'est arrêtée à 2 mètres de la vitre du passager et l'a regardé. Il ressemblait à lui-même. C'était ça le truc. Même maintenant, même après la salle, la lecture et la démolition publique du matin. Il avait de l'air contrôlé, autonome et comme un homme qui n'était pas encore arrivé à la limite extérieure de ses ressources. La veste de costume avait disparu, le col ouvert comme celui de Ren. Mais sur lui, elle s'affanait. Ah, Rudy. Cela semblait délibéré plutôt que pressé. Il l'a regardé un moment, puis il a dit « Tu as changé de vêtements. »« Oui. »« Quelqu'un t'a aidé. » »« Ce n'est pas de ça que nous parlons. » Il est resté silencieux, puis, prudemment, « De quoi parlons-nous? » ?»« La photographie, le dîner, l'informateur que tu as mis en face de moi il y a 11 mois. » Elle a observé son visage. Il ne lui a presque rien donné. Un léger resserrement autour des yeux, contrôlé immédiatement. Je sais pourquoi elle a été construite, Serena. Je veux savoir si c'est tout. Sa voix était égale. Elle a gardé ses mains immobiles le long de son corps. Je veux savoir s'il y a plus. D'autres photographies, d'autres coupes montées, d'autres documents que tu as construits et que je ne connais pas. Et je veux que tu me dises la vérité parce que Elle a vérifié le calcul. 34 minutes. Tout ce que je ne sais pas devient un problème que je ne peux pas gérer. Et s'il y a autre chose, il est dans ton intérêt de me le dire maintenant. Il l'a regardé pendant un long moment. La ruelle était silencieuse à l'exception du ralenti de la voiture et du son lointain de la ville. Elle a soutenu son regard et a senti son propre battement de cœur, qui s'était accéléré depuis les marches en pierre à l'extérieur du lieu de la cérémonie, et qui avait encore grimpé depuis que l'homme était entré par la porte arrière de Dara. Et elle a respiré prudemment et a gardé son visage exactement aussi vide qu'elle en avait besoin. Il a dit, « Il y a une deuxième photographie. » Elle n'a pas réagi. Elle a attendu. D'il y a 6 mois, un contact différent, quelqu'un que le bureau a grillé après l'avoir arrêté. Il n'est plus un témoin crédible. La photographie n'a aucun poids probant. Mais si elle fait surface publiquement sans contexte, elle ressemble à un contact continu. Oui. Est-ce que Marcus est au courant de ce contact? Une pause. En prenant. Peut-elle être documentée de la même manière? Le casier judiciaire de l'homme rend les choses compliquées. Il s'est arrêté, a regardé ses mains sur la console. Je peux la faire retirer. La photographie et le dossier. Je peux la faire retirer de la circulation avant que quoi que ce soit ne soit déposé.
Il a levé les yeux vers elle. « C'est ce que je suis venu dire. Je la retirerai volontairement, sans condition. » Elle se tenait dans la ruelle et regardait l'homme qu'elle avait failli épouser. Et a senti le poids spécifique de ce qu'il offrait. Pas de réconciliation, pas de négociation, pas la récupération de quoi que ce soit qui avait existé entre eux ce matin, mais une concession unilatérale faite par un homme qui faisait le même calcul qu'elle et qui arrivait à la même conclusion sur l'endroit où se trouvaient ses vrais intérêts. L'organisation se fissurait. Frel était chez un conseil indépendant. Wren avait retourné sa veste. Les copies du journal étaient à 40 minutes d'être déposées. Ce qui restait à Luciano, c'était sa propre survie et la gestion des dégâts. Et retirer une photographie qui pourrait compliquer la position de Serena lui coûtait très peu. Comparé à ce que cela lui achetait en termes de ne pas la voir devenir un point de levier fédéral contre lui, ce n'était pas de la gentillesse, c'était de l'arithmétique. « Retire-la », a-t-elle dit, « aujourd'hui. Ce sera fait avant que ton dépôt n'atterrisse. Si ce n'est pas le cas, ce le sera. » Elle l'a regardé une dernière fois, a regardé le visage qu'elle avait cru connaître et qu'elle comprenait maintenant avoir connu avec précision à certains égards et pas du tout à d'autres. Ce qui était peut-être la chose la plus vraie que l'on puisse dire de toute personne que l'on aime de manière incorrecte. Elle a senti le chagrin la traverser. Pas le chagrin aigu du matin, mais le genre plus terne, plus permanent. Le chagrin qui s'installe après que la version aiguë se soit consumée et que l'on porte en avant comme un poids plutôt que comme une douleur. Elle a reculé de la voiture. « Nous avons terminé », a-t-elle dit. Il n'a pas répondu. La vitre est remontée. La voiture est restée dans la ruelle pendant 4 secondes, puis est partie lentement et a disparu. Elle est restée dans la ruelle vide et a respiré une fois, 2 fois. Le froid d'octobre était de retour dans sa conscience, spécifique, propre et réel. 29 minutes avant le dépôt. Elle s'est retournée vers la porte de la ruelle et a marché. Et alors que sa main atteignait la poignée, elle a entendu de quelque part au-dessus et derrière elle, sur le mur de la ruelle, le son d'une porte. Une porte différente, une porte d'accès au bâtiment qu'elle n'avait pas enregistrée. Puis des pas sur un escalier de secours. Puis une voix qu'elle ne connaissait pas disant son nom sur un ton qui n'avait rien de négociateur. Et sa main s'est refermée sur la poignée de la porte de la ruelle. Et elle l'a ouverte, épaissée, et l'a laissée se fermer derrière elle alors que les pas, elle a franchi la porte et ne s'est pas d'arrêter. L'arrière-boutique de Dara l'a accueillie rapidement. La chaleur, l'odeur chimique, la pression de l'espace confiné. Et elle se dirigeait déjà vers l'avant quand Wren lui a attrapé le bras. Pas fort, juste assez pour attirer son attention sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un sur l'escalier de secours. Je ne sais pas qui. La voiture de Luciano était partie. Elle a retiré son bras, pas en colère, juste ayant besoin de la liberté de son propre mouvement. Nous devons avancer le calendrier. Dara était déjà au téléphone jetable. La jeune femme avait de nouveau l'ordinateur portable ouvert. Wren a regardé la porte de la ruelle comme s'il calculait combien de temps ils avaient avant que quiconque sur l'escalier de secours n'atteigne le niveau du sol et ne trouve un autre moyen d'entrer. Et quoi qu'il ait calculé, cela a changé son expression d'un petit degré spécifique. 26 minutes avant le dépôt, a-t-il dit. Est-ce que Marcus peut accélérer? Je vais l'appeler. Il a pris le téléphone de Dara. Serena se tenait au milieu de l'espace de travail et regardait les machines à presser, les vêtements suspendus et la longue table, et a fait la chose qu'elle avait appris à faire au cours de cette journée. Elle s'est immobilisée complètement. Non pas parce qu'elle était calme, mais parce que l'immobilité était la seule utilisation productive des secondes qu'elle avait pendant que d'autres personnes faisaient des choses qu'elle ne pouvait pas faire plus vite qu'eux. Elle a respiré, elle a senti ses pieds sur le sol, elle a senti le poids du sac sur son épaule, le journal à l'intérieur et l'argent dans la poche intérieure. Elle a pensé à la deuxième photographie. Luciano avait dit qu'il la retirerait. Elle le croyait, non pas parce qu'elle lui faisait confiance. Elle avait cessé de le faire quelque part vers la 4e entrée du journal. Mais parce que son arithmétique était solide, la photographie ne lui coûtait rien à retirer et lui coûtait considérablement à laisser en circulation. Il était beaucoup de choses. Il n'était pas irrationnel. Mais la personne sur l'escalier de secours n'avait pas été dans la voiture de Luciano. La voiture avait été dans la ruelle. L'escalier de secours était sur un mur différent, un bâtiment différent, une approche différente. Ce qui signifiait qu'il y avait une tierce partie.
Et la tierce partie l'avait trouvée ici, dans la ruelle de Dara, 26 minutes avant le dépôt, par un canal qu'elle n'avait pas prévu. Elle a pensé à qui d'autre avait su qu'elle serait ici. La femme inconnue au téléphone. Celle qui l'avait prévenue de la voiture à l'entrée est, qui lui avait parlé de Dara Soles, qui lui avait donné cette adresse. Elle avait traité cette information comme amicale et n'avait pas, dans l'urgence du matin, remonté assez loin. N'avait pas posé la simple question: comment cette femme savait-elle où Serena se trouverait après être sortie du lieu de la cérémonie? Quelle direction elle prendrait? Quelle entrée elle utiliserait? Elle ne n'avait pas demandé parce que l'information avait été utile et qu'elle en avait eu besoin. Et dans le domaine de la crise immédiate, on prend ce qui nous fait avancer. Ren, a-t-elle dit. Il était toujours au téléphone. Il l'a regardé. La femme qui m'a appelé, celle avec cette adresse. Sais-tu qui c'est? Quelque chose a traversé son visage. C'est le contact de Dara. Elle gère les communications à l'extérieur. Travaille-t-elle pour quelqu'un d'autre? Une pause plus longue que la question n'aurait dû l'exiger. Elle le faisait jusqu'à il y a 2 ans. Elle faisait partie du réseau Castellano, une famille rivale sur la côte Est. Il a couvert brièvement le téléphone. Elle est venue du côté de Dara quand les Castellanos se sont consolidés et qu'elle a perdu sa position. Pourquoi? Serena a regardé la porte de la ruelle. Parce que le fait que les Castellanos soient au courant d'aujourd'hui n'est pas dans notre intérêt. Ren l'a compris au même moment. Elle l'a vu se produire. La réalisation le traversant comme un courant, changeant la posture de ses épaules, crispant sa mâchoire. Il a dit quelque chose de rapide dans le téléphone et a mis fin à l'appel. Marcus accélère. 18 minutes, les Castellanos. S'ils savent que le dépôt a lieu, ils veulent prendre de l'avance. Elle s'est dirigée vers l'avant de la boutique, vers la fenêtre, et a regardé la rue à travers l'espace entre les vêtements exposés. Le pâté de maison semblait ordinaire. 3 personnes sur le trottoir qu'elle pouvait voir. Aucune d'entre elles n'était orientée vers la boutique d'une manière qui semblait anormale. Ils veulent la documentation pour eux-mêmes, pas pour me protéger, pour l'utiliser comme levier contre Luciano directement. C'est un jeu de pouvoir. C'est exactement ce que c'est. Dara avait écouté. Le nom de la femme est Riley. Elle est clean depuis 2 ans. Je l'ai vérifié. Elle est peut-être clean, a dit Serena. Elle a peut-être passé un appel quand elle a découvert ce qui se passait aujourd'hui. Les gens font des choses pour de l'argent qu'ils ne freinent pas par idéologie. Elle a reculé de la fenêtre. Y a-t-il une autre sortie? La ruelle, a dit Dara, ou la porte d'entrée. Il y a quelqu'un dans la ruelle. Plus maintenant, a dit la jeune femme. Elle s'était déplacée vers un petit moniteur près du mur du fond que Serena n'avait pas remarqué auparavant. Le flux d'une caméra au-dessus de la porte de la ruelle. La ruelle était vide. Ils ont bougé. Ou ils observaient et se sont déjà repositionnés. Ce qui était pire, quelqu'un de stationnaire était une quantité connue. Quelqu'un qui s'était repositionné gérait une situation en temps réel, ce qui signifiait plus d'une personne et un coordinateur quelque part avec un téléphone. Serena a réfléchi pendant 3 secondes. « Porte d'entrée », a-t-elle dit. « Maintenant, nous n'attendons pas ici le dépôt. » Mais Marcus dépose sans notre présence. Ce n'est pas une question. Elle a regardé Ren. Le dépôt a lieu que je sois là ou non dans 18 minutes. La documentation est dans son système. Il n'a pas besoin de moi dans cette pièce. Elle a pris le sac. Ce dont cette pièce a besoin, c'est de ne pas être là où je suis quand celui qui est dehors décidera d'arrêter d'observer. Dara a pris une décision en temps réel. Serena l'a vu. Le battement compressé d'une femme calculant les options et se décidant. Et a hoché la tête. À gauche en sortant. 2e pâté de ma maison, il y a un parking. 3e niveau, j'ai une voiture, une berline grise. La clé est au-dessus du passage de roue côté conducteur. Tu ne viens pas? Quelqu'un doit être ici quand les Castellanos viendront voir ce qu'ils ont manqué. Plat, presque sec, la voix d'une femme qui faisait cela depuis 7 ans et comprenait sa propre fonction. Allez-y. Serena l'a regardé. Elle voulait dire quelque chose qui aurait le poids approprié pour ce que Dara avait fait ce matin, avait fait pendant 7 ans. Et n'a pas pu le trouver dans le temps disponible. Elle s'est contentée d'un contact visuel maintenu pendant 2 secondes, que Dara a reçu et rendu sans cérémonie. Puis elle est allée à la porte d'entrée. Ren était derrière elle.
Je viens avec toi. Elle n'a pas discuté. Elle a ouvert la porte et est allée à gauche. La rue les a accueillis de sa manière ordinaire. La ville indifférente, le flux de piétons régulier, le son de la circulation, une couverture ambiante constante qui rendait tout ce qui se passait à la fois urgent et invisible. Elle a marché au rythme de quelqu'un ayant une destination plutôt que de quelqu'un fuyant un lieu, ce qui était une discipline en soi. La marche la plus rapide qui ne se lisait pas comme une fuite. À côté d'elle, Ren a égalé son rythme et n'a rien dit. Et elle était reconnaissante de son silence. Car ce dont elle avait besoin de lui en ce moment, c'était de son corps dans l'espace à côté du sien, et non de sa voix. Le deuxième pâté de maison, le parking. Un bâtiment utilitaire en béton de 6 étages. Le genre qui existe dans chaque quartier de ville moyenne comme une pensée après coup au bâtiment qui l'entoure. Elle est entrée par l'entrée piétonne, a trouvé la cage d'escalier, l'a prise jusqu'au 3e niveau. La berline était là où Dara l'avait dit. Grise, un modèle plus ancien avec une bosse sur le panneau de custode arrière et des plaques propres. Elle a trouvé la clé exactement où on lui avait dit, est montée côté conducteur et Ren s'est plié sur le siège passager. Écoutez ça, ils sont restés assis dans la faible lumière de béton du parking pendant 8 secondes sans rien faire. « Où allons-nous » a dit Ren. « Au bureau de Marcus. » Elle a démarré la voiture. « Je dois être là quand ça sera déposé. Non pas parce que ça me nécessite, mais parce que j'ai besoin de le voir. » Il n'a pas remis cela en question. Elle a descendu les niveaux et est sortie dans la rue, et a traversé la ville en direction du bureau de Marcus Drell, qui était à 14 minutes de là au trafic de midi. Et elle a conduit avec les 2 mains sur le volant et les yeux se déplaçant entre la route et les rétroviseurs. Et a essayé de ne penser à rien d'autre qu'à la distance entre ici et là. Au bout de 11 minutes, son calme emprunté s'est brisé. Pas de manière spectaculaire, il ne s'est pas annoncé. Il est entré par une porte dérobée. Une chanson à la radio de la voiture, quelque chose qu'elle ne connaissait pas. Une voix de femme sur une progression lente. Et la combinaison de la voix, du mouvement de la voiture et du poids accumulé du matin est arrivée simultanément dans sa poitrine. Et elle a dû respirer très prudemment pendant environ 40 secondes, tout en maintenant la voiture à une vitesse constante dans la voie du milieu. Ren l'a regardé une fois, n'a rien dit, a détourné le regard. Elle a passé les 40 secondes, a remis le sentiment là où elle gardait les choses. A conduit le reste du chemin en silence. Le bureau de Marcus Dre était au 11e étage d'un immeuble qui avait un hall avec sécurité. Et elle a dû attendre pendant que Ren s'en occupait car elle n'avait pas de pièce d'identité sur elle. Sa pièce d'identité était dans son sac habituel, qui était à l'hôtel, où elle ne retournait pas, et Marcus a dû être appelé pour la faire passer. Et elle s'est tenue dans le hall en jeans empruntés et en pull de laine, avec sa coiffure de mariage encore épinglée et laquée, et a regardé Marcus sortir de l'ascenseur. L'air d'un homme qui était en mouvement depuis 6h30 du matin et qui le gérait professionnellement. Il l'a regardé un moment. Puis, s'est déposé depuis 9 minutes. Elle a expiré longuement et lentement par le nez, les yeux brièvement fermés. Les deux ensemble? Les deux ensemble. Copie du journal et documentation du dîner du contact du bureau. Soumission simultanée comme discutée. Il a regardé Ren une évaluation rapide et a apparemment décidé que les questions pouvaient attendre. Il y a autre chose. Elle a ouvert les yeux. « Dis-moi. » La deuxième photographie, celle que Moretti a mentionnée. Il a brandi un dossier. Elle a été retirée il y a 30 minutes. Son conseil a déposé un retrait de la documentation. Il est enregistré qu'elle a été montée de toutes pièces. Son propre conseil a déposé cette déclaration, ce qui signifie qu'il est allé les voir directement et a autorisé la divulgation. Il a fait une pause. Ce n'était pas quelque chose que j'attendais. Elle s'y attendait. Elle avait cru à son arithmétique. Mais l'entendre confirmer était différent de le croire. Cela s'est installé différemment dans son corps. Le soulagement spécifique d'une chose que vous avez calculée correctement qui se réalise. « D'accord », a-t-elle dit. L'enquête qui était scellée, il s'est dirigé vers l'ascenseur. « Montez. Il y a des choses que vous devez comprendre sur ce qui va se passer ensuite. » Elle a passé 2 heures dans le bureau de Marcus. Ce qu'elle a appris, dans le langage du processus juridique et de la procédure fédérale,
que Marcus a traduit en langage clair avec l'efficacité d'un homme qui facture à l'heure et qui comprend que la compréhension est le but. Les actes d'accusation scellés visant l'opération et de Moretti suivraient leur propre trajectoire, indépendamment de tout ce qu'elle avait déposé. Ce qu'elle avait déposé n'était pas une arme contre Luciano spécifiquement. C'était de la documentation de la liaison. Privée, dommageable pour sa réputation et la cohésion interne de son organisation, mais pas criminelle. Le coût monté du dîner et le montage documenté de la photographie étaient au plus des affaires civiles. Ce que le bureau avait déjà sur l'opération était sa propre affaire, antérieure à ce matin. Et elle avancerait comme les affaires fédérales avancent, lentement, avec sa propre logique, sur son propre calendrier. Ce que cela signifiait pour elle, elle n'était pas un témoin, elle n'était pas une cible, elle était une femme qui avait déposé la documentation d'une trahison privée. Et la photographie qui aurait pu être utilisée pour la faire passer pour une informatrice fédérale avait été publiquement retirée par l'homme qui l'avait montée. Elle était, en termes juridiques, blanchie. Ce que cela lui a coûté d'être blanchie. Tout ce avec quoi elle était entrée dans ce lieu ce matin. Ses fiançailles, sa famille, dans un sens fonctionnel. Céleste avait appelé le bureau de Marcus 3 fois au cours des 2 dernières heures. Et Marcus n'avait pris aucun des appels en son nom, selon ses instructions. Son appartement, qui se trouvait dans un immeuble appartenant à Luciano. Son paysage social, qui avait été largement construit dans l'orbite de son monde. Les possessions étaient remplaçables. Le paysage était quelque chose qu'elle devrait construire à partir de rien, ailleurs. Elle s'est assise dans la salle de conférence de Marcus après qu'il soit sorti pour s'occuper de quelque chose, et a regardé la ville à travers les fenêtres du sol au plafond, et a senti tout le poids de la journée s'installer sur elle. Non pas comme un effondrement, mais comme la lourdeur spécifique de quelque chose qui a fini de bouger et qui est maintenant au repos. L'adrénaline avait disparu. Ce qui se trouvait en dessous était un épuisement profond. Et en dessous de cela, plus bas, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Trop tôt pour nommer, trop nouveau pour avoir un langage. Le début de quelque chose qui ne s'annoncerait pas avant qu'elle ait dormi, mangé et été dans un endroit calme assez longtemps. Ren est entré, il avait du café. Il a posé une tasse devant elle sans demander et s'est assis en face de la table. Et ils ont bu en silence pendant un moment. « Où iras-tu » a-t-il finalement dit. « Je ne sais pas encore. » L'organisation se restructurera, avec Frel chez un conseil indépendant, et ce que j'ai... Il a regardé la table. Il y survivra. Il se contractera, perdra probablement l'infrastructure de l'Est. Les relations politiques se compliqueront. Il a tourné sa tasse de café dans un cercle lent. Personnellement, il s'est de nouveau arrêté. Il ne le fera pas. Ce n'est pas un homme qui traite les choses comme les autres. Il le gérera et il sera seul pendant qu'il le gérera. Elle a compris que Ren ne disait pas cela pour lui faire ressentir quelque chose. Il le disait parce que c'était vrai et parce qu'il connaissait Luciano depuis 35 ans. Et c'était son propre bilan d'un homme qu'il avait à la fois aimé et trahi. Et la complexité de cela était entièrement à lui de la porter. Et elle n'allait en prendre aucune partie. « Et toi » a-t-elle dit. « La protection des témoins est une option réelle maintenant. Mon avocat est... Nous sommes en pourparlers. » Il a presque souri. Quelque chose qui a traversé son visage et ne s'est pas achevé. « Je vais disparaître pendant un moment. Tu es doué pour ça. Mieux que tu ne le penses. » Elle a fini le café, a posé la tasse, a de nouveau regardé la ville. La lumière de l'après-midi maintenant, la journée ayant avancé pendant qu'elle était à l'intérieur. Le ciel par les fenêtres virant au gris plat d'une fin d'après-midi d'octobre. Les bâtiments tenant leur forme contre lui, avec l'indifférence solide des structures qui ont survécu à beaucoup de tocus et qui en survivront beaucoup d'autres. « Ma mère a appelé » a-t-elle dit. « Je sais, Marcus me l'a dit. Je ne suis pas prête. Tu n'as pas à l'être. Je vais devoir l'être éventuellement. » Elle a joint ses mains sur la table. « C'est ma mère. Ça ne... » Elle s'est arrêtée, trouvant la pensée précisément. « Ça n'arrête pas d'être vrai à cause de ce qu'elle a fait. Je ne sais pas quoi faire de ça pour l'instant. Tu n'as rien à faire avec ça aujourd'hui. » « Non. » Elle a respiré. « Pas aujourd'hui. » Elle a quitté le bureau de Marcus à 15h45. Ren l'a accompagnée jusqu'au hall et ils se sont tenus près de l'entrée un moment.
À la manière des gens qui ont traversé quelque chose ensemble et ne connaissent pas encore la grammaire de la séparation après. La voiture est enregistrée au nom de Dara, a-t-elle dit. Je devrais la rendre. Elle sait, elle a dit de la garder pour l'instant. Elle a hoché la tête. Alors, merci pour la photographie, pour ce matin. Il l'a regardée avec l'expression d'un homme recevant quelque chose qu'il sent ne pas mériter et qui a la conscience de le savoir. J'aurais dû te le dire il y a 5 mois. Oui, je suis désolé. Je sais. Elle l'a regardé un moment. Il était le cousin de Luciano et il avait su pour la liaison et ne le lui avait pas dit. Et il avait aussi juste risqué l'architecture de sa propre sécurité pour lui donner ce dont elle avait besoin ce matin. Et ces deux choses étaient vraies simultanément, et elle les a tenues toutes les deux et n'a pas essayé de les résoudre en une seule. Prends soin de toi, Ren. Elle a poussé la porte du hall. L'après-midi d'octobre était froid et la lumière était fine. Et elle a marché jusqu'au parking et est montée dans la berline grise de Dara. Et est restée assise dedans pendant un long moment avant de démarrer le moteur. Elle a pensé à sa mère, pas au journal. Elle avait assez pensé au journal pour que cela dépasse le sentiment et entre dans le territoire du fait. Une chose qui s'était produite et qu'elle portait maintenant comme une information sur sa vie. Elle a pensé à Céleste à 12 ans, ou à la version de Céleste qu'elle pouvait extrapoler de ce qu'elle savait. Une femme qui avait été laissée seule pour élever une fille et qui l'avait fait avec efficacité, parce que l'efficacité était ce qu'elle avait, et qui avait passé les décennies suivantes à maintenir la maîtrise de soi prudente de quelqu'un qui avait tenu le coup par la volonté pendant si longtemps qu'elle avait oublié que c'était de la volonté, qui avait trouvé à 61 ans quelque chose qui la faisait se sentir en sécurité. Dans un mot qu'elle avait écrit dans son propre journal, sans intention que quiconque le lisse, et qui avait ressenti cela et fait les choix qu'elle a faits. Serena ne lui pardonnait pas aujourd'hui, pas dans un sens clair, mais elle la comprenait. Et la compréhension était la chose qui devrait suffire pour l'instant, et qui devrait grandir à partir de là si elle devait grandir du tout. Elle a démarré la voiture, elle a conduit vers le nord, hors de la ville. Pas de destination au début, juste le nord parce que le nord était loin. Et loin était la direction dont elle avait besoin plus que n'importe quel endroit spécifique. Elle a conduit pendant 40 minutes et s'est arrêtée dans un restaurant de bord de route. Le genre d'établissement qui n'avait pas mis à jour son intérieur depuis environ 1987 et qui sentait le café et les choses frites et qui avait un comptoir avec des tabourets et 3 box le long de la fenêtre. Elle s'est assise au comptoir et commandé des œufs, du pain grillé et du café. Le deuxième café d'une journée qui semblait avoir commencé il y a plusieurs jours. L'homme derrière le comptoir avait 60 ans, peut-être plus, avec la qualité particulière et sans hâte de quelqu'un qui fait la même chose depuis longtemps et qui a fait la paix avec la répétition. Il lui a versé du café sans qu'on le lui demande quand sa tasse était aux 3/4 vide, et n'a rien dit sur les restes d'une coiffure élaborée sur une femme en civil dans son restaurant un samedi après-midi. Elle a mangé les œufs, ils étaient bons, simples, correctement salés, faits par quelqu'un qui se souciait des bases. Elle les a tous mangés, ainsi que le pain grillé, et a bu 2 tasses pleines de café, et a senti progressivement le retour de quelque chose qu'elle ne pouvait identifier que comme son propre moi ordinaire. La version d'elle qui existait avant ce matin et qui devrait exister après, et qui devrait trouver comment ces deux choses se connectaient. Le restaurant avait un téléphone public. Elle n'avait pas vu de téléphone public en état de marche depuis des années, et elle l'a regardé un moment, puis s'est levée et l'a utilisé. A appelé le portable de Marcus, qu'elle avait mémorisé ce matin-là au bureau de l'hôtel sans décider consciemment de le faire. Il a décroché. « Où êtes-vous? »« En dehors de la ville. J'ai besoin d'une recommandation d'hôtel. Quelque chose de propre, pas cher, non connecté à aucun de mes comptes. Eastfield Inn sur la route 9, argent liquide accepté. Dites-leur que Marcus vous envoie. Le propriétaire était un client. Merci. Serena, une brève pause. Vous avez fait quelque chose de très précis aujourd'hui. Peu de gens auraient pu le faire comme vous l'avez fait. Elle s'est demandé si c'était un compliment ou une observation clinique et a décidé que c'était les deux, et que les deux étaient bien. Je vous contacterai la semaine prochaine. Elle a raccroché. Elle a payé la nourriture en espèces et a laissé un pourboire trop généreux sans s'en soucier, et être montée dans la berline grise de Dara, et a trouvé la route 9 sur une carte en papier qu'elle a découverte dans la boîte à gants,
et a conduit jusqu'à l'Eastfield Inn alors que la dernière lumière de l'après-midi quittait le ciel. La chambre était simple et propre. Un lit, un bureau, une salle de bain avec une pression d'eau adéquate et des serviettes qui avaient été lavées assez de fois pour devenir vraiment douces. Elle a posé le sac sur le bureau, a sorti le journal et l'a regardé. La couverture en cuir usé, la tranche cassée, les mois de confession privée de sa mère. Puis elle a ouvert le tiroir du bureau, l'a mise à l'intérieur et a fermé le tiroir. Ne le jetons pas. Pas encore. Mais n'ayant pas besoin de l'avoir devant elle. Elle a pris une longue douche, la coiffure de mariage est tombée en morceaux, les épingles qu'elle a trouvées et enlevées, la laque s'aidant lentement à l'eau chaude. Et quand elle s'est tenue devant le miroir de la salle de bain après, ses cheveux étaient mouillés et simples, et son visage était nu, et elle se ressemblait, juste elle-même, la version avec laquelle elle s'était réveillée à 4h47 du matin avant que la journée ne devienne ce qu'elle est devenue. Et aussi pas cette version. Aussi une version qui avait traversé quelque chose et qui en était sortie de l'autre côté, toujours debout. Ce qui vous change de manière que vous ne pouvez pas voir d'un seul coup. Elle a dormi, pas immédiatement. Elle est restée allongée dans le lit simple de la chambre simple et a fixé le plafond pendant un moment. Et a laissé son esprit parcourir la journée sans ordre particulier. Le garage, le visage de Luciano dans la salle, le froid de la ruelle. La tasse de café de Ren tournant sur la table de Marcus. L'homme derrière le comptoir du restaurant versant sans qu'on le lui demande. Et à un moment donné, le mouvement a ralenti et s'est arrêté. Et elle a dormi comme elle n'avait pas dormi depuis des mois. Sans l'alerte particulière de quelqu'un qui est toujours, à un certain niveau, à l'écoute de quelque chose. Elle s'est réveillée à 7 heures le lendemain matin. Pendant 3 secondes, elle n'a pas su où elle était, puis elle a su. Elle est restée allongée dans le lit et a écouté le silence d'une auberge de bord de route un dimanche matin. Une voiture de temps en temps sur la route 9, quelque part au loin, un chien. Le système de chauffage s'allumant et s'éteignant en cliquant. Et a senti la journée s'organiser devant elle d'une manière qui était entièrement la sienne. Pas d'horaire que quelqu'un d'autre avait fait. Pas de coordination avec une organisation. Pas de téléphone avec son catalogue d'obligations. Elle s'est levée, a trouvé le menu en papier du restaurant qui avait été laissé avec la clé de la chambre. S'est habillée avec le jean et le pull emprunté de la veille. A marché les 400 mètres jusqu'au restaurant dans l'air froid du matin. Le même homme était derrière le comptoir. Il n'a donné aucune indication de la reconnaître, ce qui était soit une bonne gestion de la mémoire, soit une indifférence authentique. Et elle s'est assise sur le même tabouret et a commandé la même chose. Et a bu le café qu'il a versé sans qu'on le lui demande, et a regardé le trafic du dimanche matin sur la route 9, et a pensé à ce qui allait suivre. Ce qui allait suivre n'était pas encore un plan. Les plans nécessitaient plus de terrain sous ses pieds qu'elle n'en avait actuellement. Ce qui allait suivre, c'était cette semaine, et les choses qui devaient être résolues. La facture de l'hôtel, le retour de la voiture de Dara, un appel à Marcus. Finalement, un appel à sa mère. L'affaire pratique de s'extraire d'un appartement où elle ne pouvait pas retourner et d'une vie qui avait été partiellement construite à l'intérieur de l'architecture de quelqu'un d'autre. Ce qui allait suivre, c'était l'identification de chaque partie d'elle-même qui lui avait appartenu avant Luciano. Dans le décompte de ce qui était encore là. Il y en avait plus qu'elle ne s'y attendait. Elle y avait pensé à un moment donné dans les étendues sans sommeil de la nuit et avait trouvé que plus avait survécu qu'elle ne l'avait craint. Son travail, elle avait une profession, des compétences, une carrière qui avait existé avant les fiançailles et qui avait été, sinon activement supprimée, quelque peu dépriorisée dans le monde social où elle naviguait. Ses amis, les vrais, Tara parmi eux. Elle a pensé à Tara recevant l'histoire complète et a ressenti le soulagement anticipé d'être connue, vraiment connue. Après une journée à être stratégiquement illisible, ses propres goûts, sa propre sensibilité, la manière particulière dont elle se déplaçait dans les espaces, prenait des décisions et mangeait ses œufs au comptoir d'un restaurant un dimanche matin. Les œufs sont arrivés. Elle les a mangés. À un moment donné, elle rencontrerait quelqu'un. Elle gardait cette certitude sans la forcer. Comme on sait qu'un certain temps arrivera sans connaître la date, ça arriverait, parce qu'elle était une personne qui en était capable, et qui se trouverait un jour dans un endroit où ce serait possible, et ce serait différent de ce qu'elle avait eu. Ça devrait l'être.
Ça ne pourrait pas ne pas être différent, simplement en vertu de ce qu'elle comprenait maintenant d'elle-même, et de ce qu'elle exigeait et de ce qu'elle n'accepterait pas. Elle n'avait pas de visage pour cette personne. Elle n'a pas essayé d'en construire un. Elle a laissé cette certitude être abstraite. Et cela suffisait. Elle a payé l'addition, a laissé le même pourboire et sorti dans l'air du dimanche matin. Le froid était pur. Le ciel était de ce bleu particulier qui arrive en octobre après le passage d'un système météorologique. Une couleur délavée, haute, claire et temporaire. Elle se tenait sur le parking d'un restaurant de bord de route en vêtements empruntés, sans rien qu'elle devait strictement faire avant demain, et a respiré à plein poumon. Elle a pensé brièvement à Luciano. Elle penserait à lui pendant longtemps. Pas de manière obsessionnelle, pas à la manière d'une femme qui n'a pas terminé quelque chose, mais à la manière de quiconque a été véritablement altéré par une personne, et porte la preuve de cette altération dans ce qui vient ensuite. Il s'en sortirait. Il survivrait à sa propre vie, à la contraction de son empire et à la solitude que Ren avait décrite avec une telle retenue prudente. Et c'était à lui de le porter, et elle n'en était pas responsable, et elle en avait fini. Elle a pensé à sa mère. Celle-ci était plus compliquée et resterait plus compliquée, et elle avait accepté cela dans la nuit comme le coup spécifique d'aimer quelqu'un dont les blessures étaient finalement devenues des blessures pour elle. L'appel aurait lieu, la conversation serait longue, terrible et nécessaire, et après, il y aurait un nouvel arrangement entre elles. Quelque chose avec des paramètres différents de ce qui avait existé avant. Et elle ne savait pas encore quelle forme cela prendrait. Elle savait que ce ne serait pas rien. Céleste était le seul parent qui lui restait, et c'était une mathématique qu'elle ne pouvait pas réviser. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui n'était pas pour ça. Elle laisse retourner à l'auberge le long de l'accotement de la route 9, les mains dans les poches du jean emprunté, et la lumière d'octobre entre en bas de l'est, et le son de la voiture occasionnelle qui passait, et ses propres pas sur l'accotement en gravier, et la qualité particulière d'un matin qui appartient entièrement à la personne qui le vit. Elle avait perdu des choses. Elle comptait encore, quoi. Elle compterait pendant un certain temps. Et le nombre final serait plus élevé qu'elle ne le voulait, et plus bas qu'elle ne l'avait craint dans la partie la plus sombre de la nuit dernière. Et la différence entre ces deux nombres était la chose à partir de laquelle elle construirait. Elle a atteint l'auberge, est entrée, s'est assise au petit bureau avec un verre d'eau et un bloc-notes qu'elle a trouvé dans le tiroir à côté du journal, a débouché le stylo. Elle n'a pas écrit le nom de sa mère. Elle n'a pas écrit celui de Luciano. Elle a écrit le sien, juste son prénom, le nom que son père lui avait donné, Serena, de sa propre écriture, qui ne ressemblait en rien à celle de sa mère. Elle a regardé un moment, puis a posé le stylo. C'était assez de savoir qu'il était toujours là, toujours à elle, toujours le même nom qu'il avait été avant que la journée ne commence. Elle a fermé le bloc-notes. Elle a regardé par la fenêtre le matin de la route 9, les voitures qui passaient, la fine lumière d'octobre, et le mouvement ordinaire et persistant d'un monde qui ne s'était pas arrêté pour ce qui s'était passé hier, et qui ne s'arrêterait pas pour ce qui viendrait ensuite. Et elle s'est assise dans la chambre simple de Leasefield Inn, et a senti pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait le dire avec précision, que la personne qui occupait cet espace était entièrement elle,